Le deuxième matin après le mariage, je ne m'étais pas encore habitué à l'idée d'être une femme mariée. Je venais de quitter mon pyjama quand un cri strident a retenti de la cuisine, aussi aigu qu'une lame perçant mes tympans. Enfilant une nuisette en soie qui sentait encore le parfum du mariage, je me suis dirigé vers les escaliers, avec l'intention de descendre pour aider. C'est à ce moment-là que j'ai entendu avec une clarté absolue chaque mot de ma belle-mère. « Cordelia, Bernardet, vous êtes renvoyés. À partir de maintenant, ma belle-fille est là. Pourquoi paierions-nous une étrangère ?» Je me suis figé à mi-chemin de l'escalier. La sensation à ce moment-là était incroyablement bizarre, comme si quelqu'un venait de me verser un seau d'eau glacée sur la tête. La veille, il n'y avait eu que des mots doux, des mains jointes devant les invités du country club, et des phrases comme « Cette maison a maintenant une nouvelle fille ». Mais en une seule nuit, son ton avait complètement changé. Il n'y avait plus de chaleur, et encore moins la voix d'une mère parlant à sa toute nouvelle belle-fille. J'ai descendu les marches lentement et j'ai vu Bernardet serrant son sac en toile usée, plaqué contre le mur. Elle était pâle, les yeux gonflés, comme si elle avait subi un flot de réprimandes depuis un bon moment. À la table de la salle à manger formelle, ma belle-mère, Cordelia, a brusquement jeté un tablier sur la surface en acajou et a levé le menton vers moi. Son attitude était exactement celle de quelqu'un aboyant des ordres à une nouvelle employée. Elle a dit cela juste devant mon beau-père, mon mari et ma belle-sœur. Dans cette maison, nous ne gardons pas les belles-filles juste pour la décoration. Une femme qui se marie dans cette famille doit savoir comment servir la maison de son mari. Avant même que je puisse ouvrir la bouche, elle avait déjà commencé à déléguer des tâches comme si elle avait tout planifié depuis le début. Elle a énuméré chaque corvée heure par heure d'une voix plate et glaciale. À partir de demain, tu seras debout à 6 heures. Tu prépares le petit déjeuner. Tu nettoies le domaine. Et à midi, tu laves et repasses le linge. Le soir, tu prépares le dîner pour la famille. Cette maison accueille beaucoup de réceptions, alors si tu es la belle-fille, mais que tu es inutile au travail, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Faisant une pause, elle a souri cyniquement. Une fille de bonne famille devrait avoir une forte éthique de travail. Pas juste rester assise à attendre qu'on s'occupe d'elle. Compris ? Ce qui m'a glacé le sang, ce n'était pas seulement le comportement de ma belle-mère, mais la réaction de la clan. Il était assis juste à côté de moi. Pourtant, du début à la fin, il ne m'a pas défendu le moins du monde. Je l'ai regardé en espérant désespérément qu'il dirait quelque chose, n'importe quoi de rationnel. Au lieu de cela, il a évité mon regard et a répondu d'un ton tiède. Ma mère parle un peu crûment, mais ses intentions sont bonnes. Elle veut juste que tu t'adaptes rapidement aux coutumes de cette maison. Cette seule phrase a suffi à me faire sombrer le cœur. Je ne sentais plus que c'était un accès de colère momentanée. Non, c'était un scénario répété. Peut-être attendait-il le moment exact où les invités de la réception seraient partis, où la cérémonie serait terminée, où j'aurais officiellement intégré cette famille en tant qu'épouse légale. Ce n'est qu'alors que les masques sont tombés. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai demandé très lentement et clairement. Alors, dans cette maison, suis-je la belle-fille ou la remplaçante de la gouvernante ? En entendant cela, Cordelia a laissé échapper un gloussement moqueur, un sourire qui m'a fait frissonner jusqu'à la moelle. Elle a mis les mains sur ses hanches, m'a regardé de haut en bas et a répondu d'un ton neutre, « Quelle est la différence ? Une bonne belle-fille devrait être capable de travailler encore mieux qu'une femme de ménage. Nous te nourrissons. Nous te mettons un toit sur la tête. Nous te donnons le statut d'appartenir à une famille très respectée. Que veux-tu de plus ? » Le grand salon est tombé dans le silence pendant quelques secondes, non pas par choc, mais parce que tout le monde savait qu'une limite avait été franchie. Pourtant, étrangement, personne dans cette maison n'a ressenti le besoin de parler. Mon beau-père, Alistair, était assis à siroter son café noir, le visage aussi froid que la pierre. La clan fixait son téléphone, faisant semblant de ne pas entendre, tandis que sa sœur, Sloan, se tenait à côté de leur mère, les bras croisés et avec un sourire narquois. « Oh, ne sois pas si dramatique », se moqua Sloan. « Toutes les familles riches fonctionnent comme ça par ici. Le conte de fées où la nouvelle mariée devient une princesse choyée n'existe pas. » J'ai regardé son visage suffisant et j'ai soudain réalisé que c'était un test. Il voulait voir jusqu'où ma patience s'étendrait, jusqu'où je baisserais la tête. Il voulait me briser dès le deuxième jour pour que je n'ose plus jamais les regarder dans les yeux. Cordelia a fait un pas en avant,
a ramassé le tablier et l'a poussé contre ma poitrine. Son mouvement était si agressif que les attaches raides du tissu m'ont égratigné la main. Elle a articulé chaque mot avec une clarté venimeuse. Va dans la cuisine. Bientôt, des membres de la famille élargie de ton beau-père arriveront pour te rencontrer. Fais ça bien. Ne fais pas honte à cette famille. J'ai regardé le tablier dans mes mains. Ce n'était plus un simple morceau de tissu. C'était une humiliation totale. C'était la marque qu'ils voulaient me graver, me transformant d'une jeune mariée en la servante non rémunérée de toute leur lignée. J'ai posé le tablier sur la table, lentement mais fermement. Puis j'ai tourné les talons et je me suis dirigé droit vers la chambre d'amis derrière moi. J'ai entendu ma belle-mère hurler. « Et, où crois-tu que tu vas ?» Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert le placard. J'ai sorti la valise cabine que je n'avais même pas eu le temps de défaire après le mariage. J'y ai jeté quelques vêtements de rechange, mon portefeuille, mon téléphone et mon chargeur. J'ai enlevé mes boucles d'oreilles de mariée et je les ai remises méticuleusement dans leur boîte en velours. Chaque mouvement que je faisais était sans hâte, mais mon cœur était déjà gelé. Quand je suis redescendu avec ma valise, tout le monde m'a dévisagé. Lachlan a paniqué, se levant d'un bond pour essayer de m'arrêter. « Sarafina, qu'est-ce que tu fais ? S'il y a un problème, nous pouvons en parler calmement. » Mais la prise qu'il avait sur mon bras n'était pas celle d'un mari inquiet que sa femme soit blessée. C'était la prise d'un homme terrifié de perdre la face devant sa famille. J'ai arraché mon bras de sa poigne. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit sèchement, « Si cette maison a besoin d'une femme de ménage, je suis désolé, mais je n'ai pas postulé pour le poste. » Ma belle-mère est devenue folle furieuse. Elle a pointé du doigt les lourdes portes d'entrée en chêne de leur domaine de Greenwich. Sa voix était assourdissante. « Si tu oses faire un pas hors de cette maison, ne pense même plus à revenir. Notre famille n'a pas besoin d'une gamine insolente qui, après seulement 2 jours de mariage, ose déjà défier sa belle-mère. » Je me suis tourné vers elle, sans reculer le moins du monde. C'était probablement la première fois de sa vie qu'elle rencontrait quelqu'un qui osait lui répondre de cette façon. Je lui ai répondu lentement. En tant que belle-fille, je reconsidérerais, mais en tant que domestique pour une famille comme celle-ci, jamais. Cela dit, j'ai roulé ma valise et je suis sorti par la porte. Dans mon dos, j'ai entendu les insultes de Cordelia, les murmures cyniques de Sloan et la voix de Lachlan m'appelant avec une pure irritation. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Je savais que si je le faisais, ne serait-ce qu'une fois, ils penseraient que j'avais peur, et je ne pouvais pas me permettre de perdre dès le premier pas. Le lendemain matin, alors que toute la famille de mon mari bouillonnait encore de colère, me considérant comme une ingrate en fuite, 2 véhicules blindés du FBI et de la police d'État se sont garés juste devant les grilles en fer forgé de leur luxueux complexe du Connecticut. J'étais là aussi, debout à côté de Bernardet et d'un agent fédéral. Dès que le portail s'est ouvert et que le mandat de perquisition a été lu, j'ai vu le visage de Cordelia se vider de toute couleur, ses lèvres tremblant sans émettre un son. C'est à ce moment précis qu'elle a réalisé que la personne qu'elle avait jetée dehors hier n'était pas juste une femme de ménage, et que je n'étais pas parti par faiblesse ou pour faire un caprice. J'avais quitté cette maison parce que j'en savais trop. En voyant les véhicules de police tourner au ralenti sur l'allée entretenue de mes beaux-parents, en voyant le visage blafard de Cordelia et le regard paniqué de Lachlan, les souvenirs des mois précédents ont défilé dans mon esprit avec une clarté étrange. On dit que ce n'est que lorsqu'un masque est arraché que l'on se souvient de chaque petit détail du passé et que l'on réalise que les signaux d'alarme étaient là depuis le début. Debout là, dans l'air tendu du matin, je me suis souvenu du tout premier jour où j'ai rencontré Lachlan, je me suis souvenu comment je lui avais fait confiance, ouvert mon cœur et sauté le pas dans ce mariage avec une sincérité absolue. Mon nom est Sarafina Aldé. Je travaille dans le département de conformité et juridique d'une grande entreprise de distribution de biens de consommation à Manhattan. Ma famille n'est pas riche et nous n'avons pas de relations dans la haute société. Mais depuis que je suis petite, ma mère m'a toujours appris une chose. Vis avec intégrité pour que personne ne puisse jamais te pointer du doigt et dire que tu n'es pas une femme honnête. C'est probablement pour ça que je suis assez direct. Ce qui est juste est juste. Ce qui est louche, je ne ferai aucun compromis. J'ai toujours cru que tant que nous vivions décemment et travaillions honnêtement, nos vies ne seraient peut-être pas glamour, mais au moins elles seraient paisibles. J'ai rencontré Lachlan lors d'une négociation d'entreprise concernant un contrat de fourniture entre nos 2 sociétés. Ma première impression de lui a été celle d'un homme qui mesurait ses mots, s'habillait impeccablement,
ne disait pas de bêtises et ne se vantait pas de son argent ou de ses relations, contrairement à tant d'hommes que j'avais rencontrés dans le monde de l'entreprise. Pendant les négociations, il n'interrompait pas, n'était pas pressé d'affirmer sa domination et a même offert des déclarations rassurantes comme, quelle que soit la section que l'équipe juridique de Sarafina a besoin d'examiner, allez-y. Prenez votre temps. Les partenariats à long terme exigent de la transparence dès le premier jour. Cette seule phrase m'a fait l'apprécier. Après cela, il a pris l'initiative de me contacter. Au début, il ne posait que des questions sur les contrats. Avec le temps, cela s'est transformé en messages légers et bien placés qui ne semblaient jamais envahissants. Je ne suis pas le genre de femme qui font pour les mots doux, mais je dois admettre que Laclan était très doué pour mettre les gens à l'aise. Il n'était pas agressif. Il ne faisait pas de promesses grandioses sur l'avenir. Il se manifestait juste au bon moment. Quand je faisais des heures supplémentaires, il m'apportait un café. Quand j'étais trop occupé pour dîner, il m'envoyait un SMS, « Dis-moi quand tu as fini. Je t'apporterai quelque chose de chaud pour que tu ne te rendes pas malade. » Progressivement, j'ai baissé ma garde. Plus nous interagissions, plus je sentais qu'il était le genre d'homme en qui une femme indépendante et carriériste comme moi pouvait avoir confiance. Laclan disait souvent des choses très réconfortantes. Une fois, il m'a regardé avec une sincérité totale et a dit, « Je n'ai pas besoin d'une femme qui soit un chef étoilé Michelin. J'ai juste besoin d'une partenaire honnête et éduquée qui n'essaie pas de jouer à des jeux avec moi. » Entendre un homme dire quelque chose comme ça, honnêtement, il est très facile de baisser ses défenses. Quand notre relation est devenue sérieuse, il m'a emmené rencontrer sa famille. Ce jour-là, c'était la première fois que je voyais Cordelia. Si vous ne jugiez que par son apparence soignée, vous ne devineriez jamais qu'elle était la même femme qui, plus tard, me pousserait un tablier dans la poitrine. Elle portait des vêtements de marque élégant. Son sourire et sa cadence étaient incroyablement raffinés. Dès que je suis entré, elle m'a pris la main et m'a fait asseoir à côté d'elle. « Fais comme chez toi, ma chérie. Je veux juste que toi et Laclan soyez heureux. À part ça, nous n'avons pas trop de règles dans cette maison. » Sa façon de sourire, sa façon de me servir à manger, même la façon dont elle a dit à son mari que leur future belle-fille avait un visage qui rayonnait de paix. Tout cela m'a fait penser que j'étais vraiment chanceuse. Mon beau-père, Alistair, était plus réservé. Il n'était pas excessivement amical, mais il n'était pas froid non plus. Il observait surtout, posant occasionnellement une question ou deux sur mon parcours juridique et ma famille. Son regard me donnait l'impression d'être méticuleusement évalué, mais à l'époque, j'ai mis ça sur le compte d'une protection paternelle normale. Dans cette maison, il y avait aussi Bernardet, la gouvernante. Mon impression d'elle était celle d'une femme mince, remarquablement silencieuse, dont les mouvements étaient extrêmement prudents. Chaque fois que Cordelia l'appelait, elle semblait sursauter. Je l'ai observée un moment, mais j'ai pensé qu'elle travaillait là depuis longtemps et qu'elle était excessivement déférente envers ses employeurs. À l'époque, je ne savais pas qu'elle gardait les yeux rivés au sol, non pas à cause de sa personnalité, mais parce qu'elle avait vu bien trop de choses dont elle n'osait pas parler. Après plusieurs visites, ma future belle-mère a commencé à planter l'idée que nous vivions ensemble dans le domaine de Greenwich après le mariage. Elle l'a formulée de manière subtile et apparemment logique. Vous êtes juste au début. Si vous achetez une maison tout de suite, la maison semblera si vide. Restez avec nous dans le domaine pendant un moment pour qu'il y ait un peu de vie dans ces couloirs et que vous puissiez apprendre comment notre famille fonctionne. Plus tard, vous pourrez penser à avoir votre propre maison. Laclan a soutenu sa mère. Il m'a dit doucement, ma mère semble stricte, mais une fois que tu vivras avec elle, tu verras qu'elle a un grand cœur. De plus, quand tu rentreras d'une longue journée au cabinet, ce sera agréable d'avoir tout de pris en charge. À cause de cette persuasion, j'ai accepté. À l'approche du mariage, sa famille a mis les bouchées doubles. Cordelia m'a même présenté à son cercle d'élite avec fierté. Ma belle-fille est très instruite. Elle travaille dans la conformité d'entreprise. Vous pouvez clairement voir qu'elle vient d'un milieu convenable. En entendant cela, les autres ne pouvaient que me dire à quel point j'étais incroyablement chanceuse. Même moi, j'ai commencé à le croire. Mais maintenant, en repensant à ces jours, il y avait quelque chose de très irrégulier. Plus le mariage approchait, plus leurs attitudes changeaient chaque fois que mon travail était mentionné. Mon beau-père posait des questions d'une spécificité bizarre. Quel genre de document de responsabilité rédigez-vous ?
Avez-vous l'habitude de gérer des accords d'exploitation de SARL? Connaissez-vous bien la conformité de la FDA et les failles de distribution? Ma belle-mère intervenait avec des commentaires apparemment innocents. Une fille aussi intelligente que vous doit lire les contrats en diagonale. Même la clan a dit en plaisantant à moitié, quand tu seras ma femme, la paperasse de cette maison sera entre d'excellentes mains. À l'époque, j'ai juste ri. Je pensais qu'ils étaient simplement curieux de ma vie professionnelle. Je n'aurais jamais imaginé que cet intérêt faisait partie d'un piège calculé qu'ils me construisaient depuis le tout début. Et c'est ainsi que je suis entré dans ce mariage avec une simple conviction. Je pensais avoir un bon mari, que je rejoignais une famille qui, malgré ses bizarreries, n'était pas malveillante. Je pensais que tant que j'étais sincère, tôt ou tard, il me traiterait bien. J'étais bien trop confiante. Et peut-être à cause de cette confiance, quand le vernis brillant a finalement craqué, j'ai réalisé que dessous, il n'y avait pas que quelques fissures superficielles. C'était une maison pourrie jusqu'à la fondation. Plus je le repasse dans ma tête, plus je réalise que ce qui s'est passé le deuxième matin de mon mariage n'était pas un changement d'attitude soudain. C'était simplement le point culminant le plus manifeste d'innombrables signaux d'alarme silencieux qui avaient été agités tout du long. De minuscules gouttes de venin. Plus j'y pense, plus je frissonne. Pendant nos fiançailles, j'ai constamment essayé de me rassurer, pensant que j'étais juste trop sensible. Mais maintenant, je sais que l'intuition d'une femme se trompe rarement. Après avoir visité le domaine de la famille de la clan quelques fois, j'ai commencé à remarquer que sa mère avait une façon très particulière de parler. Elle ne vous grondait jamais ouvertement ni ne montrait de déplaisir manifeste. Elle adoptait généralement un ton qui ressemblait à une blague ou à un défi ludique, mais chaque phrase était truffée de piques. Une fois, en dînant avec des parents au country club, elle s'est soudainement tournée vers moi et m'a demandé avec un grand sourire, une fille avec des diplômes supérieurs comme vous ne sait probablement même pas comment rôtir un poulet de A à Z ou faire une bonne tarte, n'est-ce pas? Toute la table a éclaté de rire, agissant comme si c'était une taquinerie inoffensive. J'ai forcé un sourire poli, mais mon estomac s'est noué. Une autre fois, alors que je parlais avec la clan de mon désir de continuer à gravir les échelons de l'entreprise après le mariage, Cordelia, qui épluchait des fruits à proximité, est immédiatement intervenue. La vraie valeur d'une femme se mesure à son foyer, Sarafina, pas à un diplôme d'une grande université. L'atmosphère a changé instantanément. Son ton n'était pas dur, mais il ressemblait à une aiguille enfoncée exactement là où une personne se sent le plus en sécurité. Avant que je puisse réagir, la clan a rapidement souri et m'a serré la main sous la table. Maman plaisante juste. N'y pense pas trop. C'est précisément son habitude de toujours choisir de calmer le jeu plutôt que de clarifier qui m'a forcé à reculer maintes et maintes fois. La sœur de la clan, Sloan, fonctionnait différemment. Tandis que sa mère maniait les insinuations subtiles, Sloan était effrontément directe. Elle me fixait souvent avec des yeux calculateurs et laissait tomber des remarques malveillantes. Sarafina, si tu fais des semaines de 60 heures, qui va s'occuper de mon frère? Un autre jour, elle a ajouté, les femmes mariées qui restent obsédées par leur carrière finissent toujours par détruire leur mariage. Retiens bien mes mots. J'ai juste souri par politesse, mais j'ai commencé à me sentir profondément mal à l'aise. Je n'étais même pas encore officiellement leur belle-fille, mais de mère en fille, elle martelait déjà mon point faible, essayant de me pousser à abandonner mon indépendance. Plus je passais de temps là-bas, plus l'atmosphère me semblait étrange. Ils parlaient sans cesse d'étiquette et de haute société. Mais la personne qui souffrait le plus sous ce toit était Bernardet. La gouvernante, qui travaillait là depuis des années, marchait sans faire de bruit, parlait très peu et fixait perpétuellement le sol comme si respirer trop fort pouvait mettre quelqu'un en rage. Une fois, j'ai vu de mes propres yeux comment, après que Bernardet ait été un peu trop lente à verser le café, ma belle-mère a grogné. Nous ne payons pas pour l'incompétence dans cette maison. Bernardet a baissé profondément la tête, les lèvres tremblantes, a posé à la hâte le plateau d'argent et s'est excusé à plusieurs reprises. Assister à cela m'a donné la chair de poule. Une famille vraiment respectable ne traiterait pas son personnel comme de la saleté. Puis est arrivé un incident que je n'oublierai jamais. Un jour, je suis passé accidentellement devant le bureau à domicile de mon beau-père. La porte n'était pas complètement fermée, laissant un filet d'ouverture. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu plusieurs boîtes en carton empilées, des tampons d'entreprise, dans un coin, des palettes de compléments alimentaires sous film plastique avec des étiquettes complètement vierges. Avant même que mon cerveau puisse traiter ce que je regardais,
Alistair est sorti et a claqué la porte. Il m'a fusillé du regard pendant plusieurs secondes avant d'offrir un sourire crispé. Juste un surplus d'affaires. Rien dont une femme ait besoin de se préoccuper. C'est sa réaction hyper défensive et hermétique qui m'a paru follement suspecte. Mais l'avertissement le plus flagrant est venu de Bernardet un après-midi. Je marchais des jardins arrière entretenus vers la cuisine quand je l'ai croisé. Ses yeux étaient baissés comme d'habitude, mais ses lèvres ont bougé, chuchotant si doucement que si je n'avais pas été attentive, j'aurais manqué complètement. Mademoiselle, ne signez rien sans l'avoir lu 3 fois. Surprise, je me suis retourné pour lui demander ce qu'elle voulait dire, mais elle était déjà passée en coup de vent comme si elle n'avait jamais parlé. Cet avertissement était si brusque qu'il s'est gravé dans ma mémoire. Pourquoi m'avertissait-elle? Une gouvernante si terrifiée par sa propre ombre. Pourquoi risquerait-elle de me dire ça quelques jours seulement avant mon mariage? Mes soupçons ont atteint leur paroxysme. Ce même après-midi, ma belle-mère m'a appelé dans le salon, m'a tendu une épaisse liasse de documents et a prétendu qu'il s'agissait simplement d'addenda de contrat de mariage standard, de mise à jour d'assurance et de quelques documents administratifs mineurs pour le domaine. Elle parlait incroyablement vite, me pressant de signer immédiatement car elle était soi-disant submergée par la logistique du mariage. J'ai parcouru les premières pages. Instantanément, ma formation juridique a pris le dessus. Quelque chose n'allait pas du tout. Certains de ces formulaires ne ressemblaient pas à des documents matrimoniaux ou d'assurance standard. Les en-têtes étaient des dépôts génériques de SARL, et les clauses d'indemnisation étaient incroyablement ambiguës. J'ai refermé le dossier, j'ai souri et je le lui ai rendu. Je vais les ramener à mon appartement pour les examiner correctement d'abord, Cordelia. Je me souviens encore vivement de ce moment. Le sourire chaleureux sur le visage de Cordelia a disparu. Ce n'a duré qu'une fraction de seconde, mais je l'ai vu aussi clairement que le jour. Ce n'était pas de la déception. C'était l'irritation brute de voir un piège qu'elle pensait infaillible se gripper soudainement. Mais elle a rapidement retrouvé son sang-froid et a dit légèrement, « Oui, bien sûr. » Toujours bon d'être minutieuse. Cette nuit-là, sans le vouloir, j'ai surpris ma belle-mère en train de parler à la Clan au bout du couloir. Sa voix était étouffée, mais empreinte de frustration. Cette fille travaille dans le droit des sociétés, la Clan. Elle est trop difficile. Nous devons attendre le moment absolument parfait où sa garde sera complètement baissée. Je suis resté figé. Avant que je puisse en entendre plus, ils se sont tus. Ils semblaient avoir remarqué ma présence. Quand j'ai tourné le coin, Laclan m'a rapidement enlacé, souriant comme si de rien n'était. Il a même chuchoté que sa mère stressait juste à cause des traiteurs. J'ai rendu son sourire, mais à partir de ce moment, une peur lourde et inexplicable s'est installée dans ma poitrine. Ce n'était pas une preuve suffisante pour annuler le mariage, mais c'était assez pour me mettre en état d'alerte. Ils ne voulaient pas seulement que je sois leur belle-fille. Ils me voulaient sous leur coupe, obéissante, sans poser de questions et complètement ignorante. Ce que j'avais vaguement pressenti avant le mariage est devenu flagrant dès que les alliances ont été échangées. Ce n'était plus de simples intuitions. C'étaient des actions, des mots mordants et des regards calculateurs échangés au sein de la famille. Plus j'en voyais, plus je comprenais que l'image de l'élite du Connecticut qu'ils projetaient n'était qu'un vernis bon marché. Dessous se cachait une obsession du contrôle, de la manipulation et un énorme secret qu'ils voulaient désespérément enterrer. La réception de mariage venait à peine de se terminer. Certains invités attendaient encore le voiturier. Ma belle-mère était déjà assise au milieu du salon du domaine, amassant toutes les enveloppes d'argent, les bijoux et les cadeaux de grande valeur de la liste de mariage devant elle. Elle a ouvert chaque enveloppe, a compté chaque liasse de billets, a refermé chaque boîte à bijoux en velours et a dit comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Laisse-moi garder tout ça. Quand les jeunes ont accès à trop d'argent d'un coup, ils font des investissements stupides. Avant même que je puisse protester, Laclan est intervenu, oui, chérie. Laisse ma mère les garder en sécurité. On verra ça plus tard. Ce « plus tard » semblait inoffensif, mais il m'a retourné l'estomac. Nos cadeaux de mariage étaient notre affaire. Si nous devions discuter de finances, cela devait se faire ouvertement, pas être instantanément confisqué. J'ai fixé la montagne d'enveloppes sur la table, j'ai regardé les mains avides de ma belle-mère et mon cœur a commencé à battre la chamade de malaise. Mais comme il y avait encore du personnel, j'ai choisi de me taire.
Je sais maintenant que c'était leur premier vrai test pour voir avec quelle facilité ils pouvaient m'écraser. Cette nuit devait être notre nuit de noces, mais à peine à 3 heures du matin, on a frappé sèchement à la porte de notre chambre. C'était Cordelia. Sa voix n'était pas forte, mais elle suintait l'autorité. Levez-vous tôt demain. Nous avons encore de la famille élargie qui reste. Tu dois descendre, saluer tout le monde et préparer le café. Une toute nouvelle mariée ne peut pas faire la grasse matinée, sinon ils diront, tu n'as aucune classe. Elle a même ajouté quelques règles mesquines supplémentaires destinées à m'irriter. Le lendemain matin, à la seconde où je suis descendu, elle m'a banni directement à la cuisine pour aider Bernardet. Je n'avais même pas bu une gorgée d'eau, et Cordelia planait déjà au-dessus de mon épaule, pointant du doigt ceci et cela, surveillant chacun de mes mouvements comme si elle attendait que j'échoue. Si je coupais les légumes un peu trop épais, elle me critiquait. Si je remplissais les tasses de café trop haut, elle fronçait les sourcils. J'ai marié mon fils à une femme. Je n'ai pas adopté une princesse juste pour la mettre sur un piédestal. Cette remarque m'a fait rougir le visage, non pas à cause du travail, mais à cause de la manière délibérée dont elle me dégradait devant le personnel de cuisine. Et ce qui faisait le plus mal, c'est que Laclan a tout vu. Il a traversé la cuisine, a entendu chaque insulte acerbe de sa mère, a vu comment j'étais traité et n'a pas prononcé une seule syllabe de défense. À un moment donné, il s'est simplement penché et a chuchoté, supporte ça quelques jours. Laisse ma mère sentir qu'elle est aux commandes. Je l'ai regardé et j'ai soudain senti de la glace dans mes veines. Un mari qui aimait vraiment sa femme aurait au moins montré qu'il validait ses sentiments, mais il a choisi d'être un spectateur passif. Vers midi, mon beau-père m'a convoqué dans son bureau. Il était assis derrière son bureau en acajou avec un épais dossier devant lui. Examine ces papiers pour moi, veux-tu, Sarafina? Ce sont juste des déclarations d'entreprise interne. Nous devons les accélérer. Comme tu travailles dans la conformité, tu comprends. C'est plus sûr si nous gérons ça en interne. J'ai pris le dossier et j'ai feuilleté quelques pages. Instantanément, les signaux d'alarme se sont déclenchés. Ce n'étaient pas des mémos internes. C'étaient des documents juridiquement contraignants liés à des SARL fictives établissant la chaîne de distribution légale et la responsabilité d'entreprise pour des compléments alimentaires. J'ai arrêté de lire. J'ai levé les yeux, en gardant ma voix aussi calme que possible. Alistair, je ne peux pas signer des décharges de responsabilité d'entreprise sans les vérifier minutieusement, et certainement pas juste pour rendre service. Au moment où les mots ont quitté ma bouche, les expressions de mes beaux-parents se sont transformées. Alistair a claqué sa tasse de café sur le bureau avec bien plus de force que nécessaire. Cordelia a ricané. Tu viens de te marier dans cette famille, et tu es déjà aussi paranoïaque qu'une étrangère. J'ai su à ce moment-là que j'avais touché exactement le nerf qu'il ne voulait pas que j'approche. Ce soir-là, la situation a encore dégénéré. En passant devant le patio arrière, j'ai entendu une échauffourée étouffée. J'ai jeté un coup d'œil au coin et j'ai vu ma belle-mère agripper violemment Bernardet par le bras, la traînant vers la buanderie. « Qu'est-ce que tu lui as dit » siffla Cordelia. Bernardet tremblait, trop terrifié pour parler. Mon beau-père se tenait à proximité dans l'ombre, silencieux, regardant la scène. Je suis entré dans la lumière. Y a-t-il un problème, Cordelia? Instantanément, son comportement est redevenu normal. Elle a relâché le bras de la femme de ménage. Rien. Elle est juste maladroite, elle n'arrête pas de casser la porcelaine fine. Mais j'ai clairement vu les marques rouges de colère fleurir sur le bras de Bernardet. Je savais que ce n'était pas une question d'assiette cassée. Cette maison abritait un énorme secret, et Bernardet savait ce que c'était. Plus tard dans la nuit, en ouvrant mon sac à main, je me suis figé. La fermeture éclair du compartiment intérieur caché avait été déplacée. Les documents que je gardais à l'intérieur n'étaient plus parfaitement alignés. Je suis incroyablement méticuleuse. Je sais instantanément quand quelqu'un fouille dans mes affaires. En levant les yeux, j'ai vu Laclan debout dans l'embrasure de la porte. Je pensais que tu avais besoin d'ibuprofène dans ton sac, alors je le cherchais, a-t-il dit rapidement. L'excuse était incroyablement forcée. Je n'ai pas posé de questions supplémentaires, mais dans ma tête, toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. Du dossier suspect à l'interrogatoire de la femme de ménage, en passant par la fouille non autorisée de mon sac à main, tout pointait vers une réalité terrifiante.
Il ne voulait pas seulement que je sois obéissante. Il voulait contrôler mon identité. J'étais entré dans ce domaine dans ma robe blanche, pleine d'un optimisme naïf. Mais en seulement 24 heures, j'avais suffoqué dans une maison tendue, frauduleuse, truffée de secrets, et surtout, terrifié à l'idée que je puisse les découvrir. Et à ce moment-là, je n'avais aucune idée que tout ce dont j'avais été témoin n'était que le prologue. La véritable gifle m'attendait le deuxième matin. Le deuxième matin après le mariage, je me suis réveillé alors qu'il faisait encore nuit noire dehors. En bas, on entendait déjà le cliquetis de la porcelaine. Aujourd'hui était le jour où la famille aristocratique élargie de la clan venait évaluer la nouvelle mariée. Cela semble anodin, mais quiconque a été dans cette position sait que c'est un interrogatoire. Ils ne viennent pas seulement pour voir votre visage. Ils observent votre posture, analysent votre vocabulaire et critiquent votre éthique de travail pour vous juger en silence. J'ai descendu les escaliers, sentant l'arôme lourd de la cuisine s'échapper. Bernardet était seul devant un énorme piano de cuisson. Son visage était cendré, ses yeux gonflés par le manque de sommeil. Il était évident qu'il l'avait tiré du lit à l'aube. Ma belle-mère faisait les 100 pas, jetant des regards vers l'escalier comme si elle attendait ma grande entrée. Son attitude n'était pas celle d'une hôtesse occupée. C'était celle d'un metteur en scène signalant le début d'une représentation théâtrale. Avant même que je puisse dire bonjour, Cordelia a crié « Bernardet, sors d'ici ». Sa voix était si stridente et vicieuse que tout le monde dans le salon s'est retourné. Terrifié, Bernardet s'est essuyé les mains à la hâte sur une serviette et est sorti en courant. Sans un mot, ma belle-mère a sorti une liasse d'argent de sa poche, l'a jetée sur la table et a dit froidement « Voici votre indemnité de départ pour le mois. Vous êtes renvoyé. À partir de maintenant, cette famille n'a besoin de personne de l'extérieur. » Bernardet est resté pétrifié, aussi pâle que de la cire. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes, mais je ne pouvais toujours pas croire ce que Cordelia allait dire ensuite. Se tournant vers moi, elle a souri d'un air moqueur et a délibérément élevé la voix pour la pièce. Ma belle-fille est jeune et capable. Elle peut facilement s'occuper des tâches ménagères. Nous prendrons soin de notre propre domaine. Pourquoi payer quelqu'un d'autre ? La déclaration est tombée au milieu du salon comme une grenade. Ce n'était plus un indice subtil ou un test. C'était une exécution publique de ma dignité. C'était une déclaration forte que, à partir de cette seconde, à ses yeux, je n'étais plus une belle fille, mais la remplaçante non rémunérée de la femme de ménage qu'elle venait de jeter. J'ai regardé la clan. C'était la toute dernière fois que je m'attendais à ce qu'il réagisse comme un mari. Un simple « maman, ne fais pas ça » aurait suffi à prouver que je n'avais pas fait la plus grande erreur de ma vie. Mais il est resté assis là. Sa mâchoire était tendue, ses mains jointes. Il a mis une éternité à parler, et quand il l'a finalement fait, son ton était plat et dénué d'émotion. « Tu peux juste rester à la maison un moment, Sarah. Ce n'est pas grave. Ton travail en entreprise peut attendre. » En entendant cela, une sueur froide a parcouru mon dos. Il s'est avéré que ce n'était pas seulement la cruauté spontanée de ma belle-mère. C'était une attaque coordonnée. Il ne voulait pas seulement m'enfermer dans la cuisine. Il voulait me couper de ma carrière, de mon indépendance financière, de tout ce qui me gardait ancré dans la réalité. Il me voulait piéger dans ce vaste domaine, isolée et dépendante, pour que le moment venu, je sois assez désespéré pour signer n'importe quelle mine juridique qu'il me mettrait sous le nez. J'ai fixé Cordelia et j'ai demandé très lentement, pourquoi Bernardet doit-elle partir précisément aujourd'hui ? Cordelia a éclaté de rire, un son aigu et malicieux, parce que dans cette maison, nous n'allons pas payer pour 2 serpillères. Puis elle a pointé son doigt manucuré à quelques centimètres de mon visage. Soit tu apprends à être une femme soumise et utile, soit tu fous le camp. Cette seule phrase a suffi. Chaque dernier fil de ma patience a cédé. Je suis resté parfaitement immobile, regardant autour du manoir dans lequel j'avais vécu à peine 48 heures, mais qui débordait déjà de conspiration. À ce moment précis, alors que l'attention de tout le monde était rivée sur ma réaction, Bernardet s'est penché. Elle a fait semblant de ramasser une serviette tombée près de mes bagages. Elle a bougé incroyablement vite. Ses mains tremblantes ont glissé un petit objet dur dans la poche latérale de ma valise cabine. J'ai à peine saisi le mouvement quand elle a chuchoté si faiblement que c'était presque le vent. « Partez, mademoiselle. Ne restez pas ici. Dans cette clé se trouve ce dont ils ont peur. »
Je me suis figé une microseconde, mais 7 secondes a suffi. Toutes les pièces du puzzle dans mon cerveau se sont violemment emboîtées. L'interrogatoire de Bernardet, la pile de contrats de SARL vague, la fouille non autorisée de mon sac à main, les regards scrutateurs d'Alistair, le silence calculé de la clan. Renvoyer Bernardet aujourd'hui n'était pas une question d'économie. C'était pour faire taire un témoin et me garder piégé ici. Me forcer à quitter mon travail de conformité d'entreprise n'était pas seulement pour faire de moi leur femme de ménage. Ils voulaient briser mon esprit, me rendre soumise pour pouvoir utiliser mon nom légal propre. Ils voulaient que je signe, que je prenne la responsabilité légale et que je devienne le bouc émissaire ultime pour toute la famille. Peut-être parce que je suis resté silencieux si longtemps, ma belle-mère a supposé que j'étais intimidé. Elle a commencé à crier encore plus fort. Je suppose que tu as été élevé dans une grange. Est-ce pour ça que tu viens chez moi avec ces airs arrogants? Je pouvais endurer les insultes dirigées contre moi. Mais au moment où elle a mêlé mes parents à ça, non. Absolument personne n'avait le droit d'insulter les gens qui m'ont élevé juste parce que je refusais d'être leur servante sous contrat. J'ai traîné ma valise au beau milieu du salon. Les roulettes ont grincé brusquement contre le marbre importé. J'ai enlevé mon alliance en diamant et je l'ai posée sur la table basse en verre juste devant eux tous. Le son du platine heurtant le verre était faible, mais toute la pièce a été plongée dans un silence de mort. J'ai croisé le regard de Cordelia, puis celui de la clan. Une belle fille est respectée. Une employée est payée. Cette famille veut m'exploiter et s'en tirer gratuitement. Ne comptez pas sur moi. Toute la famille était paralysée. Personne ne s'attendait à ce qu'une toute nouvelle mariée ose leur parler de cette façon. Cordelia a ouvert la bouche, rugissant, « Comment oses-tu » Je ne lui ai pas accordé mon temps. J'ai tiré ma valise et je me suis dirigé droit vers la porte d'entrée. C'est alors que la clan s'est levée d'un bond, non pas pour implorer le pardon, mais pour m'arrêter, sa voix basse et menaçante. « Si tu sors par cette porte maintenant, tu vas provoquer un énorme scandale. » Je me suis tourné vers lui. Il y a seulement 2 jours, je croyais sincèrement que cet homme était mon ancre. Mais à ce moment-là, en regardant dans ses yeux, je n'ai vu que du calcul froid et une frustration furieuse que son plan directeur ait explosé. Je lui ai répondu sèchement. « Non, le scandale énorme, c'est vous, et vous n'allez pas pouvoir le cacher bien plus longtemps. » J'ai arraché mon bras de sa poigne. Je suis sorti par les portes d'entrée dans l'air vif du Connecticut, et je suis parti sans jamais regarder en arrière. En arrivant à l'appartement de ma mère à Manhattan, je me suis enfermé dans mon ancienne chambre d'enfant. Mes mains tremblaient violemment. Pourtant, étrangement, mon esprit possédait une clarté absolue. J'ai dézippé la poche latérale de ma valise et j'ai sorti l'objet que Bernardet m'avait glissé. Une petite clé USB noire. Je l'ai branchée sur mon ordinateur portable et je suis resté paralysé devant l'écran. À l'intérieur de la clé se trouvaient des clips vidéo d'ouvriers reconditionnant des compléments alimentaires et nutritionnels d'origine très douteuse. Il y avait des photographies de doubles livres de compte, un pour le fisc, un pour le marché noir. Il y avait des PDF scannés portant la signature de mon beau-père et des projets de contrats de distribution d'entreprise où la section de responsabilité légale avait été délibérément transférée à des tiers fictifs. J'ai ouvert fichier après fichier, une peur rampante me glaçant le dos. Il s'est avéré que je n'avais pas exagéré. Il s'est avéré que tout ce mariage avait été une mise en scène frauduleuse depuis le premier jour. Je suis resté assise en silence pendant très longtemps. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon oncle Gideon. Au moment où ça a commencé à sonner, j'ai su une chose avec une certitude absolue. Mon mariage était mort à la seconde où ma belle-mère a jeté cet argent sur la table et ma contre-attaque venait de commencer. Je suis resté assise devant l'ordinateur portable jusqu'à près de minuit. Mes yeux n'ont jamais quitté l'écran, absorbant chaque vidéo, chaque contrat scanné, chaque donnée brute que Bernardet avait réussi à stocker sur cette minuscule clé USB. Plus je creusais, plus mes mains devenaient froides. Ce que j'avais vaguement soupçonné tout du long s'est avéré infiniment plus sombre que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Il ne s'agissait pas seulement de paperasse ambiguë ou de manœuvres fiscales douteuses à l'intérieur de leur domaine de Greenwich. La famille de mon mari dirigeait un immense syndicat de contrefaçon. Il blanchissait et reconditionnait des compléments alimentaires de basse qualité et fortement périmés, gérait un énorme système de comptabilité parallèle non déclaré. Et préparait méticuleusement une échappatoire légale pour transférer toute la responsabilité pénale fédérale à un tiers au moment où la FDA ou le FBI commencerait à fouiner.
J'ai épluché les dossiers couche par couche. Les preuves sont apparues avec une clarté terrifiante. Il y avait des vidéos d'entrepôts montrant des pilules en vrac sans marque versées dans des bouteilles commercialement convaincantes et impeccables. Il y avait des photos des quais de chargement et des factures où les chiffres d'achat contredisaient sauvagement les chiffres de vente. Et il y avait des contrats juridiques impeccables et parfaitement formatés. Mais dans la section désignée pour le représentant légal de l'entreprise, la case de signature était manifestement vide. J'ai fixé cette case vide, la chair de poule me montant au bras. C'était l'espace vide qu'ils avaient essayé de me forcer à signer maintes et maintes fois. Parfois, Alistair appelait ça un mémo interne. Parfois, Cordelia appelait ça des formalités de succession. Parfois, Lachlan me caressait les cheveux et disait « Nous sommes une famille maintenant. C'est juste plus sûr si tu le signes. » Il s'est avéré que du début à la fin, ils n'ont jamais voulu d'une belle fille. Ils avaient besoin d'un nom propre, quelqu'un avec une formation en droit des sociétés, un casier judiciaire vierge et un CV assez impeccable pour servir de bouc émissaire ultime à un réseau de fraude fédérale de plusieurs millions de dollars. Je suis resté paralysé pendant un long moment. Puis j'ai laissé échapper un rire amer, un rire dépourvu de tout humour, né purement d'un dégoût absolu. Il y a à peine 2 jours, je portais une robe blanche, croyant que je construisais un avenir. Mais maintenant, en fixant cette case de signature vide attendant mon nom, j'ai réalisé que l'avenir qu'ils m'avaient tracé n'était pas dans leur portrait de famille. C'était dans une salle d'audience fédérale, assise au banc de la défense. Je n'ai pas perdu la tête. Je ne me suis pas effondré en larmes. Je n'ai pas couru en hurlant vers le domaine du Connecticut comme une victime hystérique. Ma mère faisait les 100 pas devant la porte de ma chambre, le visage empreint d'inquiétude. J'ai simplement ouvert la porte et je lui ai dit « Maman, laisse-moi appeler oncle Gideon ». Mon oncle Gideon, le frère cadet de ma mère, avait passé des décennies dans les forces de l'ordre et était actuellement inspecteur principal dans une force d'intervention fédérale à New York. Je savais que si je l'appelais en sanglotant, il pourrait considérer cela comme une simple dispute domestique. Alors, quand il a répondu, j'ai gardé ma voix parfaitement stable. Oncle Gideon, je n'appelle pas pour demander une faveur familiale. J'ai des preuves numériques solides d'un crime fédéral majeur, et j'ai besoin de ton aide pour suivre le protocole légal exact pour les soumettre. De l'autre côté de la ligne, il y a eu un lourd silence pendant plusieurs secondes. Je pouvais l'entendre expirer brusquement. Puis il a répondu de sa voix de flic, profonde et rauque. Si tu es absolument sûr de ça, Sarafina, ne fais pas le moindre faux pas. Démarre l'ordinateur portable et envoie-moi d'abord la liste des répertoires des fichiers. Cette seule phrase a suffi. Je savais qu'il avait saisi la gravité de la situation. Près d'1 heure plus tard, il est arrivé à notre appartement. Il n'était pas en uniforme et n'a pas conduit sa voiture de patrouille, juste un homme avec une mallette en cuir usé et une expression incroyablement sombre. Il ne m'a pas demandé comment les Montgomery m'avaient traité. Il ne m'a pas demandé pourquoi j'étais de retour dans mon lit d'enfant 2 jours après le mariage. Il a tiré une chaise, s'est assis à côté de moi, a mis ses lunettes de lecture et a dit « Ouvre-les un par un ». J'ai fait exactement ce qu'il a demandé. Ensemble, nous avons analysé chaque clip, chaque photo, chaque contrat de SARL, chaque feuille de calcul. Plus nous regardions, plus les muscles de la mâchoire de mon oncle se contractaient. En voyant le document scanné avec la case du représentant légal vierge, il a posé ses 2 mains à plat sur le bureau, a tapoté ses doigts 2 fois et a demandé « T'ont-ils déjà physiquement demandé de signer ce document spécifique ?» J'ai hoché la tête lentement. Oncle Gideon m'a regardé droit dans les yeux. Si ton encre avait touché ce papier, Sarafina, ta vie serait finie. Ces mots n'étaient pas forts, mais ils m'ont frappé comme un coup de poing à la poitrine. J'ai fixé l'écran, ma voix rauque. Ils n'avaient pas besoin d'une mariée. Ils avaient besoin d'un bouc émissaire. Gideon n'a pas répondu tout de suite. Il est resté silencieux quelques secondes, puis a dit « Écoute-moi très attentivement. À partir de cette seconde, ne les contacte pas quand tu es sous le coup de l'émotion. Ne les défie pas. Ne les menace pas. Et quoi que tu fasses, ne leur laisse pas savoir l'énorme volume de preuves que tu possèdes actuellement. Mais la vie suit rarement le plan. Vers minuit, mon téléphone portable a commencé à exploser. D'abord Cordelia, puis Sloan, et même la ligne fixe du domaine de Greenwich. Les appels se succédaient, frénétiques et incessants, criant la panique pure. J'ai fixé l'écran lumineux,
mon cœur se transformant en glace. Les innocents ne paniquent pas comme ça. Je n'ai pas répondu. Après plus de 10 appels manqués, j'ai envoyé un seul message texte. Arrêtez de m'appeler. Je sais déjà tout. Le message venait à peine de dire « livré » que moins de 5 minutes plus tard, Lachlan a appelé. J'ai regardé son nom clignoter sur l'écran. Mon cœur ne battait plus comme avant. Je ressentais juste la certitude froide que je devais entendre exactement ce qu'il dirait maintenant que son masque de gentil garçon était pulvérisé. J'ai décroché. Avant même que je puisse respirer, j'ai entendu sa voix. Elle n'était plus douce et affectueuse. « À quel jeu joues-tu, Sarah ? Quelle clé USB as-tu prise ?» J'ai ri, un son dur et sarcastique. Même dans un moment comme celui-ci, il ne prenait pas la peine de me demander si j'allais bien. La seule chose qu'il importait était sa responsabilité numérique. J'ai répondu sans détour. Tu devrais probablement demander à ta mère de quoi elle a le plus peur en ce moment. De moi ou d'un acte d'accusation fédérale. Le silence a résonné de l'autre côté de la ligne. Je pouvais distinctement entendre le son de ses dents qui grinçaient avant qu'il ne baisse la voix, froide, venimeuse et dégoulinante de menaces. Ne franchis pas cette ligne, Sarafina. Tu n'as aucune idée des relations de ma famille. Je me suis adossé à la chaise de bureau, les yeux toujours rivés sur les preuves à l'ordinateur. Ma voix était totalement sereine. Je sais déjà exactement qui vous êtes, Lachlan. Assez pour savoir que je ne serai jamais votre femme de ménage, et assez pour savoir que je ne serai jamais votre bouc émissaire. Lachlan n'a pas répondu immédiatement. Sa respiration était saccadée. Finalement, il a craché une phrase qui a tout cimenté. Si tu fais ça, il n'y a pas de retour en arrière pour toi. J'ai souri faiblement. Les gens qui n'ont aucun moyen de faire marche arrière, ce n'est pas moi. Puis j'ai raccroché. Oncle Gideon, assis en face de moi, m'a observé attentivement. Il ne m'a ni félicité ni grondé. Il a simplement dit, à partir de maintenant, efface l'image que tu avais de lui en tant que mari. Il n'est plus ton époux. Considère-le purement comme un complice de cette conspiration criminelle. En entendant cela, une boule dure s'est formée dans ma gorge. Non pas parce que je l'aimais encore, mais à cause du profond chagrin de savoir qu'il y a des vérités qui, une fois vues, vous empêchent à jamais de redevenir la fille naïve que vous étiez hier. Le lendemain matin, j'ai accompagné mon oncle au bâtiment fédéral du Lower Manhattan pour déposer officiellement le rapport préliminaire. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas pleuré aux agents à propos de mon cœur brisé. Je me suis simplement assise, j'ai démarré l'ordinateur portable et j'ai remis les données originales non corrompues, les répertoires de fichiers, les horodatages de création et les origines de stockage. Tout intact, complètement non modifié. L'agent fédéral chargé de prendre la plainte initiale a examiné les fichiers pendant un long moment, a posé plusieurs questions juridiques approfondies et a méticuleusement rédigé la déclaration sous serment. À partir de ce moment, j'ai su que ce cauchemar était officiellement entré dans une nouvelle dimension. Ce n'était plus un conflit toxique entre une mariée et ses beaux-parents. C'était maintenant une enquête criminelle fédérale. Avant de quitter le bâtiment, Gideon s'est arrêté aux lourdes portes en verre, m'a regardé longuement et a dit lentement, à l'avenir, tu n'es plus une partie directe dans un conflit matrimonial. Tu es un témoin matériel fournissant des preuves. Ne laisse pas tes émotions obscurcir ton jugement juridique. J'ai hoché la tête. Mais au fond de moi, une question angoissante subsistait. Lachlan, quel était son rôle réel dans ce syndicat? Était-il juste une victime lâche entraînée par ses parents impitoyables? Ou avait-il su depuis le tout début, jouant parfaitement le rôle du fiancé dévoué tout en construisant ma potence? Je suis sorti du palais de justice fédéral. Le ciel de Manhattan était d'un bleu brillant et perçant, mais j'avais un froid glacial. Je savais qu'une fois la plainte officielle enregistrée, les Montgomery n'allaient pas rester les bras croisés. Ils n'allaient pas regarder passivement une fille à qui ils étaient mariés depuis 2 jours démanteler l'empire criminel qu'ils avaient passé des années à construire. Mais cette fois, je ne fuyais pas. J'étais déjà hors de leur maison. J'attendrais. Je savais qu'ils feraient le premier pas, et je voulais désespérément voir quel genre de monstres ils étaient vraiment une fois acculés. J'avais supposé qu'après avoir réalisé qu'ils étaient exposés, la famille de mon mari se ferait discrète par terreur, au moins temporairement, pendant qu'ils essaieraient de comprendre exactement quelles preuves je possédais. Mais je me trompais lourdement.
En une seule nuit, leur stratégie a complètement changé. Fini les appels frénétiques et les menaces à peine voilées. Ils ont choisi une autre voie, plus rapide, plus cruelle et parfaitement alignée avec leur véritable nature aristocratique, la diffamation publique, une pression intense et une campagne coordonnée pour détruire ma réputation afin que je panique et que je recule. Ce matin-là, ma mère était dans la cuisine quand la ligne fixe de notre appartement a sonné. Je venais de me réveiller et je pouvais déjà entendre la voix stridente et perçante de Cordelia s'échapper du combiné. « C'est comme ça que vous élevez votre fille ? Pour ruiner la vie de son mari après 2 jours de mariage ? Quelle piètre excuse pour une mariée !» Son ton n'était plus raffiné. C'était du venin pur et non dilué. Ma mère n'est pas une femme agressive, mais elle possède une colonne vertébrale d'acier. Elle a posé son couteau d'office, s'est essuyé les mains sur une serviette et a pris le combiné. Sa voix était glaciale. Ma fille ne ruine personne. Elle refuse simplement d'être complice d'un crime. De l'autre côté, il y a eu un silence stupéfait. Puis, Cordelia a laissé échapper un rire maniaque et cynique. On verra combien de temps elle tiendra. Et sur ce, elle a raccroché violemment le téléphone. La cuisine est tombée dans un silence de mort. Ma mère s'est tournée vers moi. Elle n'a pas posé 1 million de questions. Elle a simplement murmuré, « Ils montrent enfin leur vrai visage. » À midi, Lachlan est apparu devant notre immeuble. Il n'a pas appelé à l'avance. Il n'est pas entré dans le hall avec la posture d'un mari désespéré essayant de reconquérir sa femme. Son costume sur mesure était toujours impeccable, mais son visage était méconnaissable. Il n'y avait absolument aucune trace de ce sourire chaleureux et rassurant qui m'avait autrefois fait me sentir si en sécurité. Tout ce qui restait était la tension maniaque d'un homme prêt à protéger la richesse de sa famille à tout prix. Au moment où je suis sorti sur le trottoir, il est allé droit au but. « Efface les données, Sarafina. » Je ferai comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Je l'ai fixé, un vide caverneux s'ouvrant dans ma poitrine. Même dans un moment comme celui-ci, la seule chose qu'il importait était de détruire les preuves. Je suis descendu du trottoir, le regardant droit dans les yeux, et j'ai demandé lentement et clairement, « Lachlan, si j'avais signé ces papiers de SARL, et que le FBI avait fini par défoncer notre porte, aurais-tu pris la responsabilité pour moi ?» Lachlan s'est figé. Le vent vif de la ville faisait virevolter des déchets sur le béton, mais il n'a pas bougé d'un muscle. Il n'a pas prononcé un seul son. Son silence était la réponse la plus assourdissante qu'il aurait pu donner. Il n'a jamais eu l'intention de me protéger. Dès le moment où il a acheté la bague de fiançailles, il avait prévu de m'utiliser comme bouclier humain. J'ai sorti ma bague de fiançailles de la poche de mon manteau et je l'ai laissée tomber dans sa paume. Tu n'as pas besoin d'une femme. Tu as besoin d'une signature. Lachlan a serré la bague en diamant si fort que ses jointures sont devenues blanches, sa mâchoire crispée. Après quelques secondes angoissantes, il a grogné, « Ne me force pas à faire quelque chose de fou. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Les seules personnes qui m'ont forcé à faire quoi que ce soit, c'est vous et votre famille. Il est resté là quelques secondes de plus. Puis il s'est retourné et est parti. Ses pas étaient lourds et rapides. Je l'ai regardé disparaître dans la foule de Manhattan sans ressentir la moindre perte. Un homme qui se présente à la porte de sa femme non pas pour implorer le pardon, mais pour exiger la destruction de preuves fédérales. À partir de ce moment, il n'était plus qu'un autre suspect dans un dossier. Il n'était plus mon mari. Je pensais que leur tactique était déjà ignoble. Mais ce soir-là, ils ont prouvé qu'ils pouvaient tomber encore plus bas. Un collègue de mon cabinet d'avocat m'a transféré plusieurs captures d'écran de groupes WhatsApp privés dans des cercles sociaux de country club d'élite. En les ouvrant, mon sang s'est glacé. Ils avaient posté nos photos de mariage, taguant mon nom et mon cabinet d'avocat, accompagnés de calomnies atroces et fabriquées. Ils prétendaient que j'étais une chercheuse d'or essayant de vivre de la richesse de mes beaux-parents, et qu'après avoir échoué à les extorquer de millions, je m'étais retourné contre eux pour ruiner leur réputation. Ils prétendaient que j'avais simulé une crise d'hystérie et que j'avais fui après 2 jours juste pour obtenir un règlement de divorce plus élevé. Il y avait même des commentaires suggérant que, comme je travaillais dans la conformité d'entreprise, j'avais malicieusement falsifié des documents numériques pour les piéger. J'ai lu chaque ligne de texte. Ma gorge s'est nouée, non pas de peur, mais parce que je savais que ce n'était que le début. Ils essayaient désespérément d'inverser le récit, me peignant non pas comme une victime, mais comme une extorqueuse sociopathe.
À peine 10 minutes plus tard, Sloan m'a envoyé un message direct. Une seule ligne, mais elle suintait sa vraie nature. Pensais-tu vraiment qu'une mariée sans nom pouvait faire tomber toute la famille Montgomery? Pensais-tu honnêtement que tu allais gagner? J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai tapé une brève réponse. Je ne me bats pas contre vous, Sloan. Je laisse le département de la justice faire son travail. Je savais que quelqu'un d'aussi toxique que Sloan se délecterait de me voir paniquer et argumenter, mais cette fois, je n'allais pas lui donner cette satisfaction. Plus tard dans la nuit, oncle Gideon a appelé. Sa voix était plus sombre que d'habitude. Ils réagissent exactement comme des animaux acculés. S'ils en sont arrivés à vous diffamer publiquement et à exiger que vous effaciez la clé, il est très probable qu'ils se démènent pour détruire les preuves physiques dans le Connecticut. Vous devez vous préparer. Je me suis assise sur le bord de mon lit en serrant mon téléphone. S'ils font ça, oncle Gideon, que se passe-t-il? Leur vraie nature devient encore plus flagrante pour un juge et leur chute s'accélère. Mais le danger, c'est que lorsque les gens acculés paniquent, ils commettent des atrocités absolues. Cette phrase m'a fait frissonner violemment. À ce moment-là, pour la toute première fois, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose d'infiniment plus terrifiant que d'être calomnié en ligne. Ils ne voulaient pas seulement me faire taire. Ils devaient faire taire le témoin vivant qui était encore piégé à l'intérieur de ce manoir de Greenwich. Bernardet. Vers minuit, alors que toutes les lumières de mon appartement étaient éteintes, mon téléphone portable s'est soudainement allumé avec un numéro inconnu. À la seconde où j'ai répondu, j'ai entendu la voix de Bernardet, haletante et tremblant si violemment que le simple son m'a dit que quelque chose n'allait pas du tout. Elle parlait par à-coups terrifiée, à peine cohérente. Mademoiselle Sarafina, ils m'ont enfermée. Ils ont dit que si j'ouvre la bouche. Elle n'a même pas pu finir sa phrase avant qu'un bruit sourd et écœurant ne résonne dans le haut-parleur, comme un corps heurtant le sol. Puis la ligne s'est coupée. Je me suis levé d'un bond. Mon cœur battait si violemment contre mes côtes que ma poitrine me faisait physiquement mal. En quelques secondes, j'ai compris que tout avait escaladé vers une toute autre stratosphère. Il ne s'agissait plus de beaux-parents abusifs ou de riches mondains essayant de sauver leur réputation. Ils commettaient des crimes violents actifs, un enlèvement, une intimidation de témoins. Ils étaient frénétiques pour se sauver. Et quand une famille de ce calibre est prête à enfermer physiquement une femme dans une pièce juste pour l'empêcher de parler, les secrets enfouis dans cette maison devaient être bien plus sombres que ceux que j'avais vus sur cette clé USB. Au moment où l'appel a été coupé, j'ai composé le numéro de l'oncle Gideon. Ma voix n'était plus calme. Je parlais rapidement, presque à bout de souffle. Gideon, l'appel a été coupé. Ils l'ont à l'autre bout. Il y a eu un silence glaçant. Puis Gideon a demandé rapidement avec un pur commandement autoritaire. Quels autres bruits de fond as-tu entendu, Sarafina? Exactement. J'ai forcé mon cerveau à rejouer chaque microseconde. De l'hyperventilation de Bernardet au bruit écœurant juste avant que le téléphone ne se coupe. Plus je le décrivais, plus j'avais froid. Si une femme crie à l'aide au milieu de la nuit, c'est un signal d'alarme flagrant qu'elle est retenue contre son gré en danger physique imminent. Gideon m'a ordonné de rouvrir immédiatement toutes les données de la clé USB, en particulier les fichiers audio cachés que nous n'avions pas eu le temps d'analyser méticuleusement. Je me suis assise et j'ai instantanément démarré l'ordinateur portable. Quelques minutes plus tard, Gideon était à ma porte. Nous avons branché des écouteurs de studio et avons lu les fichiers audio un par un. La plupart n'étaient que des bruits ambiants, des pas, des portes qui se fermaient, des commérages étouffés du country club. Mais dans l'un des derniers fichiers, nous nous sommes tous les deux figés. Dans cet enregistrement, la voix de Bernardet ne semblait ni timide ni terrifiée. Elle parlait incroyablement vite, très bas, comme si elle chuchotait dans un téléphone prépayé. Oui, j'ai presque tout rassemblé. Il me faut juste les registres d'exportation du quai de chargement et les numéros de l'eau. Je dois les récupérer avant qu'ils ne déplacent la contrebande ce soir. De l'autre côté de l'enregistrement, une voix d'homme a répondu, nette et autoritaire. Ne compromets pas ta couverture. À la seconde où tu as les manifestes physiques, fais-moi signe. Cet enregistrement durait à peine 30 secondes, mais il a glacé mon sang. J'ai levé les yeux vers mon oncle. Il a lentement enlevé ses écouteurs et a dit, sa voix lourde. Cette femme n'est pas une gouvernante, Sarafina.
Il est très probable qu'elle soit une informatrice confidentielle ou qu'elle travaille sous couverture pour une force d'intervention fédérale rivale. En entendant cela, un violent tremblement a secoué mon corps. Cela signifiait que je n'étais pas la seule dans ce manoir à avoir remarqué les signaux d'alarme flagrants. Quelqu'un d'autre était là depuis des mois, cataloguant silencieusement chaque anomalie, amassant chaque preuve, chaque facture, chaque boîte, chaque conversation chuchotée, attendant juste le jour parfait pour faire éclater toute l'opération. Je me suis souvenu des yeux de Bernardet, de ses mains tremblantes quand elle a glissé la clé USB dans ma valise, et de son murmure désespéré, dans cette clé se trouve ce dont ils ont peur. À l'époque, je pensais qu'elle avait juste peur qu'il la renvoie ou la poursuive. Maintenant, je réalisais qu'elle n'avait pas seulement peur. Elle risquait activement sa vie. Cette nuit-là, l'inspecteur Gideon a immédiatement fait remonter l'urgence à ses supérieurs fédéraux. Mais la bureaucratie est la bureaucratie. Un appel interrompu n'était pas une cause probable suffisante pour autoriser un raid immédiat du SWAT dans un domaine de plusieurs millions de dollars à Greenwich. Des avocats de la défense très chers démoliraient ça en un clin d'œil. Pendant ce temps, je savais que Bernardet n'avait pas le luxe du temps. Je ne pouvais pas rester assise là. Je me suis levé et j'ai attrapé mes clés de voiture. Je devais y aller, au moins pour surveiller la maison depuis la rue. Gideon a physiquement bloqué la porte. Si tu y vas maintenant, tu vas compromettre une enquête fédérale. Tu ne peux sauver personne si tu deviens leur deuxième otage. Je me suis tu. Ces mots étaient brutaux, mais entièrement vrais. Mon téléphone vibrait constamment sur le bureau. Ce n'étaient pas des appels. C'était un barrage de SMS de la clan. Premier message, arrête de te mêler de ça. Deuxième message, cette situation est bien plus grande et plus compliquée que tu ne le penses. Troisième message, plus court mais infiniment plus sombre. Si tu continues à pousser, personne ne s'en sortira indemne. J'ai fixé l'écran lumineux. Pour la première fois, en lisant ces mots, je ne me suis pas seulement senti menacé. J'ai ressenti la terreur brute et non diluée d'un homme qui réalise soudain que le monstre qu'il a créé est hors de contrôle. J'ai répondu par un seul SMS. Je sais que ce n'est pas simple. Si ça l'était, tu n'essaierais pas de l'enterrer. Après avoir appuyé sur envoyer, il y a eu un silence absolu. Aucune réponse. Ce silence était la confirmation la plus assourdissante de toutes. Ils étaient vraiment terrifiés. Le temps semblait s'écouler à un rythme angoissant. Vers 3 heures du matin, le téléphone de Gideon a sonné. Il est sorti dans le couloir pour prendre l'appel, et quand il est revenu, son visage était taillé dans le granit. Il ne s'est pas assis. Il a juste dit rapidement. Nous avons du mouvement. La surveillance montre qu'ils essaient de déplacer les palettes de l'entrepôt du Connecticut ce soir. Si ces camions s'échappent, les preuves physiques disparaissent. En entendant cela, mon sang s'est glacé. Ils passaient vraiment à l'action. Non seulement ils avaient enfermé Bernardet, mais ils détruisaient activement une scène de crime fédéral. Si les produits de contrefaçon disparaissaient et que Bernardet restait otage, la clé USB que je possédais, bien que accablante, pourrait facilement être présentée par de chers avocats de la défense comme une falsification numérique. J'ai regardé Gideon. Avons-nous le temps? Oncle, nous devons y arriver. À partir de cette seconde, l'atmosphère dans mon appartement est passée à une urgence tactique pure. Gideon a passé plusieurs appels rapides, informant le juge de service de la destruction imminente de preuves et de la forte probabilité d'un enlèvement en cours, forçant le magistrat à accélérer un mandat de perquisition sans préavis. Raccrochant, il s'est tourné vers moi. « Viens avec moi, Sarafina. » Je n'ai pas posé de questions. J'ai attrapé mon manteau, j'ai enfoncé la clé USB au fond de ma poche et je l'ai suivi jusqu'à sa voiture banalisée. Dehors, Manhattan était encore drapé dans l'obscurité d'avant l'aube. Le froid mordant me transperçait les os. Je me suis assise sur le siège passager, agrippant la poignée de la porte. Les lampadaires de la Henry Hudson Parkway défilaient devant la fenêtre. Dans ma tête, il n'y avait qu'une seule pensée obsédante. Ce soir, soit tout explose à la lumière, soit il s'échappe dans l'obscurité pour toujours. La voiture banalisée venait de tourner dans la vaste avenue bordée d'arbres du quartier de Greenwich de mes beaux-parents alors que le ciel commençait à saigner d'un violet pâle et meurtri. L'atmosphère dans l'enclave hyper riche était d'un silence de mort, rendant les énormes grilles en fer de leur domaine encore plus oppressantes. Je suis resté assise en silence dans la voiture,
les poings serrés. Un autre véhicule tactique banalisé s'est garé juste derrière nous. Les portes se sont ouvertes. Le bruit sourd des bottes des agents fédéraux heurtant l'asphalte a résonné avec une finalité brutale. Je savais qu'à partir de ce moment, le manoir qui s'était drapé dans une respectabilité de vieille fortune ne pourrait plus rien cacher. Les grilles en fer n'étaient même pas encore complètement ouvertes que la voix tonitruante d'un agent fédéral lisant le mandat du magistrat a brisé le silence du matin. Toute l'aura de la rue a changé instantanément. Quelques riches voisins ont jeté un coup d'œil à travers leurs persiennes. Les joggeurs matinaux se sont arrêtés net. L'allée immaculée du complexe des Montgomery était soudainement envahie de gilets tactiques. La première personne à émerger fut ma belle-mère. Elle portait encore son pyjama en soie de marque, les cheveux à moitié attachés à la hâte, mais elle essayait désespérément de maintenir son sang-froid aristocratique glacial. Elle a fusillé du regard l'agent qui envahissait son Porsche et a prononcé sa phrase condescendante classique. « Vous avez clairement fait une erreur d'adresse, messieurs. » Mais au moment où les mots ont quitté sa bouche, ses yeux ont dépassé Gideon et se sont posés directement sur moi, debout près de la voiture. Ce ne fut qu'une fraction de seconde, mais j'ai vu son visage s'effondrer complètement. Ses lèvres parfaitement injectées tremblaient violemment. Ses yeux se sont agrandis de pure horreur, comme si elle venait de tomber d'une falaise dans un abîme sans fond. Mon beau-père, Alistair, est sorti juste derrière elle, s'accrochant encore à sa posture arrogante. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte et a beuglé. « Si vous avez l'intention de saccager ma maison, vous feriez mieux d'avoir des preuves en béton, ou mes avocats auront vos badges avant midi. » L'agent principal du FBI a répondu sèchement, « Nous sommes ici précisément parce que nous les avons trouvés, monsieur Montgomery. » En entendant cela, j'ai vu les larges épaules d'Alistair tressaillir. C'était un tremblement microscopique, mais suffisant pour que je sache que cet homme intouchable goûtait enfin à la peur brute. Les agents les ont bousculés pour entrer dans le grand hall. Ils se sont déplacés avec une vitesse et une précision terrifiantes. Je suis resté dans la cour avant entretenue, le cœur battant comme un marteau-piqueur. En quelques minutes, l'aile arrière du domaine où j'avais précédemment repéré les boîtes suspectes était systématiquement vidée. Ils ont sorti des palettes de boîtes en carton, ont déchiré le film plastique et ont confisqué des piles de registres. Les secrets qu'ils avaient gardés de leur vie étaient traînés à la lumière du matin. Des milliers de flacons de compléments sans marque, des feuilles d'autocollants d'approbation de la FDA contrefaits, des livres de comptes noirs à double entrée et des manifestes d'expédition avec des chiffres qui n'avaient absolument aucun sens. À chaque pièce de contrebande transportée sur la pelouse, le visage de Cordelia devenait plus cendré. Sloan est sorti en trombe de la porte d'entrée, l'air débraillé, pâle, mais la bouche toujours aussi venimeuse. En me voyant debout près des voitures, elle a complètement perdu le contrôle, hurlant comme une folle. « Tu nous as ruinés. Tu as détruit ma famille, salope de psychopathe. » Sa voix stridente et hystérique semblait à la fois pathétique et terrifiante au milieu du chaos du raid. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'avais pas besoin de crier. J'ai juste répondu avec un calme glacial absolu. Je n'ai rien fait. Vous vous êtes détruit vous-même. Au moment où les mots l'ont frappé, Sloan s'est jeté sur moi. Mais un policier d'État l'a instantanément attrapé par le bras, la repoussant. En voyant la pure panique déformer son visage, j'ai réalisé que les monstres deviennent toujours les plus féroces lorsqu'ils réalisent enfin qu'il n'y a plus d'issue. Tandis que la cour avant sombrait dans le chaos, une soudaine agitation a éclaté à l'arrière de la maison. De la direction de l'aile de la buanderie, de lourds coups violents ont résonné contre une porte. Un agent a crié et plusieurs officiers tactiques ont sprinté dans le couloir. La porte du débarras du sous-sol était verrouillée de l'extérieur. Je suis resté paralysé, le cœur dans la gorge. Quelques secondes plus tard, le craquement assourdissant d'un bélier pulvérisant la serrure a retenti. La lourde porte s'est ouverte et j'ai vu Bernardet. Ils l'ont escorté dehors. Ses cheveux étaient emmêlés, son visage de la couleur de la cendre humide, et ses poignets étaient à vif et meurtris par des colliers de serrage. Tout son corps tremblait violemment. À ce moment précis, la foule de riches voisins observant de derrière la clôture en fer forgé a laissé échapper un hoquet d'horreur collectif. Il ne s'agissait plus de fraude d'entreprise en col blanc. Bernardet était la preuve vivante, respirante et saignante des atrocités dont la famille de mon mari était capable. En voyant Bernardet émerger, Cordelia a semblé perdre toute la force de ses jambes. Elle a trébuché, s'agrippant au bord d'une chaise de patio pour ne pas s'effondrer. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle balbutiait frénétiquement, « Je ne sais rien.
Je ne sais rien, ce n'est pas, mais son déni hystérique et paniqué ne faisait que la mettre complètement à nu de ses mensonges. J'ai levé la tête et j'ai vu Lachlan. Il se tenait sur le palier intermédiaire du grand escalier tournant. Il était là depuis le début, bougeant à peine un muscle. Il n'y avait plus de charme calculé, plus de regard menaçant. Il était juste là, figé, regardant les débris. Ses yeux étaient un tourbillon chaotique de rage, de terreur, de désespoir et d'un incroyable sentiment de trahison. Mais en le regardant dans les yeux, je n'ai ressenti aucune douleur, car ce n'était pas moi qui avais commis la trahison. Alors que le raid préliminaire se terminait, Alistair, déjà menotté, a réussi à tourner la tête vers moi. Son visage s'était durci en un masque de haine pure et concentrée. Il a grogné, « Tu crois que tu as gagné, petite salope ?» J'ai soutenu son regard, ma voix résonnant avec une sérénité absolue sur la pelouse. Non, Alistair. J'ai juste fait en sorte de ne pas perdre. Il s'est figé. C'était probablement la toute première fois qu'il réalisait que je n'étais plus terrifié par cette famille, ni par leurs menaces, ni par le masque aristocratique qu'ils avaient utilisé pour écraser des innocents pendant des décennies. Les SUV blindés sont partis alors que le soleil se levait enfin sur la ligne d'arbres du Connecticut. Le grondement des moteurs semblait lourd, comme s'il emportait toute la toxicité qui venait d'être violemment déracinée. Les voisins étaient encore regroupés sur les trottoirs, chuchotant frénétiquement. La famille qui s'était toujours pavanée comme les joyaux de la couronne de Greenwich, ceux qui prêchaient sans relâche la moralité de la haute société, étaient actuellement emmenés menottés devant tout le quartier. Je suis resté longtemps devant les grilles du domaine. La brise matinale était mordante, mais mon esprit était plus clair qu'il ne l'avait jamais été. Bernardet avait été emmené en ambulance pour une évaluation médicale. La contrebande physique et les registres étaient sous scellés. Les gens qui avaient essayé de m'écraser, qui avaient méticuleusement comploté pour m'utiliser comme leur agneau sacrificiel, ne pourraient plus jamais maintenir leur réputation immaculée. La bulle avait spectaculairement éclaté. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que la moitié de l'histoire. Car à l'intérieur de cette maison, il y avait encore une personne qui n'était pas complètement tombée, et cette personne était le maillon qui me donnait les pires frissons. Dès que le convoi fédéral a disparu au détour du virage, l'allée sinueuse du domaine est tombée dans un silence étrange. Les voisins se sont dispersés, mais leurs regards jugeurs et leur commérage frénétique semblaient persister dans l'air froid. Je suis resté quelques minutes de plus, puis je suis monté sur le siège passager de la voiture de Gideon. Pendant le long trajet de retour à Manhattan, j'ai à peine parlé. Mon cerveau repassait en boucle l'image des poignets meurtris et à vif de Bernardet, le visage blafard de Cordelia, le grognement défiant d'Alistair et, surtout, la façon dont Lachlan m'avait regardé depuis l'escalier. Son regard ne me troublait pas parce que j'avais encore des sentiments pour lui, mais parce que je savais au fond de moi qu'il n'en avait pas fini. Cet après-midi-là, Gideon m'a appelé à son bureau de commissariat. Son expression était incroyablement sombre. Dès que je me suis assise, j'ai demandé « Quelles sont les nouvelles, oncle Gideon ?» Il n'a pas répondu immédiatement. Il m'a tendu un gobelet en papier d'eau, puis s'est assis lourdement sur sa chaise. Après les premiers interrogatoires en garde à vue, Lachlan n'a pas été placé en détention fédérale. Pour l'instant, ils n'ont pas assez de preuves physiques directes pour le lier légalement à l'enlèvement ou à la contrebande de l'entrepôt la nuit dernière. En entendant cela, je suis resté complètement silencieuse. Je ne sais pas pourquoi, mais une pensée fugace et pathétique m'a traversé l'esprit. Peut-être qu'il n'était vraiment pas aussi impliqué que je le pensais. Peut-être n'était-il qu'un lâche qui laissait ses parents diriger le syndicat. Mais cette pensée n'a pas survécu longtemps. Gideon a fait glisser un manifeste imprimé sur le bureau en métal, tapotant son stylo sur une ligne spécifique au milieu de la page. Sa voix était dépourvue d'émotion. L'équipe de criminalistique numérique a extrait les métadonnées de leur serveur. Il y a un répertoire caché de contrats numériques. Les journaux de création, les révisions juridiques et les transferts cryptés finaux ont tous été exécutés à partir d'une adresse IP et d'un compte administrateur enregistré directement au nom de Lachlan. J'ai fixé le morceau de papier. Le nom d'utilisateur, les horodatages de connexion, le journal d'activité. Tout était là. Si irréfutable que je ne pouvais plus me mentir à moi-même. J'ai levé les yeux vers mon oncle, ma voix rauque. Cela signifie qu'il n'était pas juste un spectateur. Gideon s'est adossé à sa chaise et a laissé échapper un long et lourd soupir. Il n'est pas stupide, Sarafina.
Il ne se salit pas les mains en première ligne comme sa mère et son père. Il reste au milieu, organisant, reliant les points, rédigeant les contrats, mais en maintenant toujours une plausibilité suffisante pour qu'il ait l'air d'être juste le fils innocent. Ce genre de personne est le plus dangereux. Il délègue les crimes tout en gardant leur manucure propre. Ces mots ont provoqué un violent frisson dans tout mon corps. Il s'est avéré que la personne en qui j'avais le plus confiance, l'homme qui intervenait toujours pour désamorcer les conflits, qui savait toujours exactement quoi dire, qui tissait ses phrases parfaitement neutres et réconfortantes, était le psychopathe le plus calculateur de tous. Je suis resté là, paralysé, fixant la preuve tangible du rôle architectural de la clan. Les souvenirs fragmentés ont commencé à s'assembler violemment en une mosaïque douloureusement claire. Ses yeux fuyant chaque fois que sa mère dépassait les bornes. Sa capacité surnaturelle à choisir les mots exacts pour me mettre au pied du mur tout en me faisant croire que j'étais juste patiente. Ses tentatives incessantes et douces pour me convaincre de signer ses décharges de responsabilité pour le bien de la famille. Même hier après-midi, quand il s'est présenté à mon appartement non pas pour s'excuser mais pour exiger que je détruise les données. Rien de tout cela n'était une coïncidence. C'était une route méticuleusement pavée me menant pas à pas au centre exact d'un champ de mine juridique. J'ai commencé à rire, mais le son était sec, comme du papier froissé. Gideon m'a observé sans m'interrompre. J'ai parlé lentement, presque comme si je parlais à moi-même. Depuis le tout début, ils ne m'ont pas choisi parce que la clan et moi formions un couple mignon. Ils m'ont choisi parce que ma formation juridique était la pièce manquante exacte dont ils avaient besoin. Mon oncle a hoché la tête très, très lentement. Ce signe de tête silencieux faisait infiniment plus mal que n'importe quel mot de réconfort n'aurait pu le faire. La nuit est tombée rapidement sur la ville. J'étais assise seule dans le salon. Ma mère était déjà allée se coucher. Soudain, la sonnette de notre appartement a retenti. Je me suis approché de l'interphone, et quand j'ai regardé l'écran de sécurité, je n'ai pas été surprise de voir la clan debout sur le trottoir, mais son apparence était entièrement différente. Il n'y avait plus de rage, plus de domination d'entreprise froide. Il était juste là, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une seule journée. Ses yeux étaient cernés, le col de sa chemise de marque chère était froissé et de travers. Quand je suis descendu dans le hall, il a mis très longtemps à parler, et quand il l'a fait, sa voix était à peine un murmure. Je n'aurais jamais imaginé que les choses iraient aussi loin, Sarah. Je suis resté à l'intérieur des portes vitrées, le fixant. S'il avait dit cette phrase exacte quelques jours plus tôt, cela aurait pu me briser le cœur. Mais là, debout, je ne ressentais qu'une lucidité arctique. Je l'ai fixé sans ciller et j'ai demandé, tu ne l'imaginais pas, ou pensais-tu juste que tu allais t'en tirer? Au moment où j'ai posé la question, Lachlan a tressailli. Il n'a pas essayé de se défendre. Il a juste baissé les yeux vers le trottoir pendant quelques secondes angoissantes, et c'était toute la confirmation dont j'avais besoin. J'ai poussé la porte vitrée, me rapprochant de lui. Nous étions à quelques centimètres l'un de l'autre, mais j'avais l'impression qu'il était à 1 million de kilomètres. J'ai parlé lentement, laissant chaque mot trancher l'air froid. Depuis le tout début, Lachlan, tu as choisi de te ranger de leur côté. Et moi? J'ai choisi de me ranger du côté de la vérité. Lachlan a pincé les lèvres, ses mains pendant inutilement à ses côtés, recroquevillées en faible point. Peut-être voulait-il dire autre chose, essayer de susciter une pitié résiduelle, de jouer son rôle de mari impuissant pris dans la tourmente une dernière fois. Mais il était bien trop tard. Sachant tout ce que je savais, je n'avais plus la capacité de croire une seule syllabe qui sortait de sa bouche. Il est resté là quelques secondes de plus. Puis il s'est retourné et est parti. Son ombre s'étirait sur le trottoir de Manhattan, se retirant dans l'obscurité. Je l'ai regardé partir, mais étrangement, je n'ai pas ressenti le chagrin angoissant d'une femme trahie, ni une rage brûlante et vengeresse. J'ai seulement ressenti une clarté immense et sereine. Ce mariage n'avait jamais été une simple erreur. C'était un piège soigneusement construit avec des mots doux, l'illusion d'un pédigré d'élite et des rôles exécutés à la perfection par chaque membre de sa famille. Et mon seul coup de chance a été de réussir à m'extirper du piège avant qu'il ne m'enterre vivante à l'intérieur. Après que Lachlan soit parti de mon immeuble cette nuit-là, je pensais que mon cœur s'était assez endurci pour ne plus jamais être affecté par cette famille. Mais lorsque j'ai reçu la citation à comparaître fédéral pour témoigner en tant que témoin matériel devant un grand jury au palais de justice fédéral, j'ai réalisé que certaines choses,
peu importe à quel point on s'y prépare mentalement, ne sont jamais faciles à affronter. Car à partir de ce moment, il ne s'agissait plus de sentiments blessés ou de confiance brisée. Il s'agissait de faits juridiques concrets qui allaient dépouiller définitivement une famille de son humanité aux yeux du public. La salle de déposition ce jour-là semblait plus stérile que je ne l'avais prévu. Je me suis assise d'un côté d'une immense table en chêne avec une montagne de dossiers devant moi. De l'autre côté étaient assis Cordelia, Alistair et Sloan, flanqués de leurs avocats de la défense très chers. En un temps remarquablement court, leur apparence physique s'était considérablement dégradée. Ma belle-mère n'était plus maniaque, mais ses yeux étaient toujours des flaques de venin. Mon beau-père était assis rigidement, s'accrochant désespérément aux ruines de son ego. Sloan avait l'air dépenaillé, se rongeant violemment l'ongle du pouce et jetant des regards furtifs dans la pièce comme un animal piégé. Au moment où je suis entré, Cordelia a laissé échapper un ricanement guttural, comme si elle avait oublié où elle était. « Tu as vraiment le culot de te montrer ici. » Si elle m'avait craché ces mots une semaine plus tôt, j'aurais peut-être étouffé de douleur. Mais aujourd'hui, j'ai simplement tiré ma chaise en cuir, je me suis assise, j'ai croisé son regard et j'ai répondu d'une voix neutre, « Je suis ici en tant que la femme que vous aviez prévu d'utiliser comme votre bouc émissaire fédéral, Cordelia. » La pièce a été plongée dans le silence. Ses avocats lui ont lancé des regards d'avertissement. Elle est restée complètement abasourdie. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que je parle si crûment devant les procureurs fédéraux et le sténographe. Dire ces mots à voix haute m'a apporté une vague de soulagement, enfin. La réalité grotesque qu'ils avaient toujours masquée sous le couvert des affaires de famille était appelée par son vrai nom. La déposition a commencé sans formalité. Les procureurs ont ouvert chaque dossier, affichant chaque preuve sur les moniteurs. Les images de l'entrepôt, les étiquettes contrefaites, les registres parallèles, les contrats de SARL avec les cases de signature manifestement vides. Chaque détail était exposé avec une précision si chirurgicale qu'il n'y avait aucune place pour leur habituelle manipulation aristocratique. Mais Alistair était têtu. Il a écouté dans un silence de pierre, puis s'est penché vers son microphone et a déclaré avec arrogance, sans ma signature physique sur ces manifestes de distribution, « Vous ne pouvez pas prouver que j'ai orchestré quoi que ce soit. » Son audace pure m'a fait réaliser quelque chose. Même acculé, il croyait toujours que sa richesse lui achèterait une sortie. Je n'ai pas attendu que le procureur me pose une question. Je me suis redressé parfaitement et j'ai dit d'une voix claire et résonnante, ils m'ont agressivement forcé à signer ces documents exacts à plusieurs reprises, et j'ai les enregistrements audio pour le prouver. Sur ce, le procureur a cliqué sur un fichier sur son ordinateur portable. L'audio a résonné dans la salle de déposition. La voix de Cordelia a retenti avec une fidélité cristalline. Signe ça vite, Sarafina. Si la FDA commence à poser des questions, les avocats de la famille s'en occuperont. Cette seule phrase était un coup fatal. L'atmosphère dans la pièce est devenue un vide. J'ai vu le sang se retirer complètement du visage de ma belle-mère. Sloan a été la première à exploser spontanément. Elle s'est jetée en avant sur sa chaise, le visage marbré et violet de rage, les lèvres tremblantes. Espèce d'ingrate. Notre famille t'a offert un mariage d'1 million de dollars au country club, et tu nous remercies en nous poignardant dans le dos. Ces cris stridents et déséquilibrés ont incité le procureur principal à la faire taire instantanément. Mademoiselle Montgomery, ceci est une déposition fédérale, pas une réunion de télé-réalité. Contrôlez-vous ou vous serez expulsé. À ce moment précis, les lourdes portes en bois à l'arrière de la pièce se sont ouvertes. Un marshal américain a escorté Bernardet à l'intérieur. Je savais qu'elle avait été assignée à comparaître, mais la voir entrer dans cette pièce hostile m'a quand même serré la poitrine. Elle ne fixait plus ses chaussures. Son visage était toujours incroyablement pâle, mais ses yeux étaient fixés droit devant, inflexibles. Elle a pris le siège du témoin, a posé ses deux mains à plat sur ses cuisses et s'est penchée vers le microphone. J'ai secrètement enregistré chaque mouvement logistique et financier que cette famille a fait au cours des 8 derniers mois. Au moment où cette phrase a résonné dans les haut-parleurs, Cordelia a sauté de sa chaise comme un ressort. Elle a pointé un doigt tremblant vers Bernardet, sa voix secouée par un cocktail terrifiant de panique et de fureur. Espèce de traîtresse, de rat perfide. Mais Bernardet n'a plus reculé. Elle a regardé Cordelia droit dans les yeux. Sa voix n'était pas forte, mais elle possédait une gravité dévastatrice. Je n'ai trahi personne. Je voulais juste m'assurer que plus aucun innocent ne meurt du poison que vous emballez.
Toute la pièce a semblé se noyer dans un silence paralysant. Ces mots ont provoqué une onde de choc dans tout mon système nerveux. Jusqu'à ce moment précis, j'avais considéré cela strictement comme une affaire de fraude d'entreprise massive, de falsification et d'évasion fiscale. Mais quand Bernardet a prononcé le mot « meurt », tout le paradigme a violemment changé. Ce n'était pas seulement un crime en col blanc. Il y avait des sacs mortuaires impliqués. Le procureur principal a tourné son regard vers moi. « Madame Montgomery, étiez-vous au courant que ces compléments contrefaits avaient précédemment causé des défaillances de santé catastrophiques ?» J'ai secoué la tête, la gorge remplie de sable, les mains crispées en poings serrés sous la table. Dans mon esprit, une seule pensée terrifiante tournait en boucle. J'étais à 2 doigts de signer ces papiers. J'allais être le visage que le département de la justice traînerait devant les caméras quand les corps commenceraient à s'accumuler. La déposition s'est conclue avec les procureurs scellant les dossiers pour mise en accusation par le grand jury. Les charges venaient de passer de la fraude financière à l'homicide involontaire fédéral et à la conspiration criminelle. Je suis sorti de cette pièce avec du plomb dans les jambes. Tout était enfin révélé. Mais au fond de moi, je ressentais encore une peur persistante car au milieu de tous les cris, des preuves et du chaos, il y avait un acteur clé qui n'avait pas été entièrement traîné dans la lumière. Et je savais parfaitement que cette personne était Laclan. En quittant le tribunal cet après-midi-là, je ne me suis pas dirigé directement vers le métro. Je suis resté longtemps dans le couloir de marbre, le dos pressé contre le mur de pierre froide. Les mots de Bernardet résonnaient sans cesse dans mon crâne. Je voulais juste m'assurer que plus aucun innocent ne meurt du poison que vous emballez. Cette seule phrase a tout brisé. Ce n'était plus le drame tragique d'un mariage raté, ni une guerre toxique avec mes beaux-parents. Derrière le voile de la haute société du Connecticut se cachait quelque chose d'infiniment plus dépravé. Alors que je me détachais enfin du mur pour me diriger vers les escalators, j'ai entendu quelqu'un appeler doucement mon nom par derrière. Sarafina. Je me suis retourné. C'était Bernardet. C'était la toute première fois qu'elle m'adressait par mon prénom, abandonnant le ton craintif et servile qu'elle avait toujours utilisé au domaine. Sa posture avait complètement changé. Elle était toujours douloureusement mince, mais elle se tenait droite. Je l'ai regardée un moment et j'ai demandé, « Aviez-vous besoin de me parler ?» Elle a hoché la tête lentement. « Si vous êtes prête à entendre toute la vérité. » Nous avons trouvé un banc en bois isolé au fond du couloir. Elle est restée assise en silence pendant un long moment, comme si elle reconstituait méticuleusement les fragments d'un cauchemar. Puis elle a commencé à parler, sa voix basse et plate. Je ne suis pas juste une gouvernante, Sarafina. Je suis restée complètement silencieuse, lui laissant la parole. Elle a continué. Il y a des années, je travaillais dans la logistique pour un autre centre de distribution. Nous avons été frappés par une vague massive de plaintes concernant un lot spécifique de vitamines pédiatriques. Au début, l'entreprise a blâmé un mauvais contrôle de la température de l'entrepôt, mais ensuite les résultats de laboratoire ont fuité. C'étaient des produits de contrefaçon, fortement coupés. Ils avaient juste collé des étiquettes authentiques sur des déchets industriels. Mes mains sont devenues glaciales. Bernardet n'a pas arrêté. Chaque mot qu'elle prononçait ressemblait à un parpaing qu'on laissait tomber sur ma poitrine. Elle a expliqué que pendant cette épidémie, des dizaines d'enfants avaient été transportés d'urgence dans les hôpitaux de la région des 3 États, et l'un d'eux, un petit garçon, n'a pas survécu. La dissimulation de l'entreprise a été rapide et brutale. La paperasse a été magiquement modifiée. L'origine du lot contrefait a été imputée avec succès à un réseau de sociétés écrans étrangères intraçables. Pour le public, cela ressemblait à une anomalie de fabrication tragique, mais les lanceurs d'alerte à l'intérieur savaient qu'il y avait des acteurs nationaux massifs qui tiraient les ficelles. J'ai suivi les numéros de lot, a chuchoté Bernardet. J'ai suivi les miettes de pain à travers les manifestes d'expédition, et c'est là que l'entreprise de logistique de la famille Montgomery a commencé à apparaître sur le radar. Je suis resté paralysé. J'avais supposé qu'il faisait juste des affaires sales par pure cupidité sociopathe. Je n'avais jamais imaginé que les dommages collatéraux étaient des vies humaines. Elle m'a regardé et a poursuivi. Après la dissimulation, j'ai contacté une force d'intervention fédérale qui montait secrètement un dossier RICO contre le syndicat, mais il se heurtait à un mur. Ils avaient besoin de preuves physiques de l'intérieur du complexe, d'un accès au domaine de Greenwich, aux serveurs sécurisés, aux signatures originales à l'encre. Ils avaient besoin d'une taupe vivant sous leur toit.
Oh mon Dieu, ai-je soufflé. C'est pour ça que vous avez pris le poste de gouvernante? Elle a hoché la tête. J'ai réussi à me faire embaucher il y a environ 1 an. Au début, les fédéraux pensaient que cela ne prendrait que quelques mois. Récupérer les clés USB, copier les registres et sortir. Mais les Montgomery sont bien plus paranoïaques que nous ne l'avions prévu. Ils ont tout verrouillé. Ils gardaient les registres physiques dans des coffres-forts biométriques. Ils ne faisaient confiance à personne dans leur cercle social, mais ironiquement, ils adoraient abuser du personnel engagé. Alors, j'ai gardé la tête basse. J'ai enduré les cris, les insultes. Je leur ai fait croire que j'étais juste une femme de ménage sans éducation et terrifiée. Et plus ils me dégradaient, plus ils devenaient arrogants, et plus ils devenaient négligents. J'ai laissé échapper un souffle tremblant. Pendant tous ces mois, j'avais regardé Cordelia l'humilier. Je l'avais vue se faire traîner dans la buanderie, et j'avais ressenti une profonde pitié pour elle. Ce n'est que maintenant que je réalisais que sous sa servilité forcée se cachait une stratégie hyper calculée et une bravoure inimaginable. J'ai demandé doucement. Et la clé USB? Vous l'aviez préparée depuis longtemps. Il n'y en avait pas qu'une, a-t-elle répondu. Mais celle que j'ai glissée dans votre bagage à main était la clé maîtresse. Elle contenait les données non cryptées les plus accablantes que j'avais réussi à extraire jusqu'à ce point. Elle m'a regardé profondément, puis a offert un sourire tragique et empathique. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que ce serait vous qui allumeriez la mèche. Je l'ai regardée, confuse. Que voulez-vous dire? Elle a fait une pause d'1 seconde. À l'origine, ils ne vous ont pas ciblé pour être leur bouc émissaire. Ils vous voyaient juste comme une belle fille carriériste avec un passé irréprochable qui rehausserait l'image publique de la famille. Mais quand ils ont découvert que vous travailliez dans la conformité d'entreprise, que vous rédigiez des accords d'exploitation de SARL, et que vous saviez comment naviguer dans les failles fédérales, le plan a changé. J'ai serré le poing si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. Elle a parlé lentement, s'assurant que j'absorbais chaque mot. Vous êtes devenue la pièce de puzzle absolument parfaite. Une jeune mariée sans casier judiciaire, avec des connaissances juridiques avancées et le statut légal d'un membre de la famille. Avec une seule signature de votre part sur ces formulaires de société fictive, toute la responsabilité pénale fédérale se serait transférée sans effort sur vos épaules. Ma gorge s'est nouée. Ils ne m'avaient pas seulement manipulé dans un mariage de conte de fées. Ils m'avaient profilé. Ils avaient audité mon CV, ma position sociale et mon expertise juridique. Je suis resté figé pendant plusieurs secondes avant de finalement poser la question qui me rongeait. Et la clan? Bernardet n'a pas répondu immédiatement. Elle a regardé par les immenses fenêtres du palais de justice, les yeux lourds de fatigue. Puis elle a parlé dans un murmure. La clan n'est pas quelqu'un qui se laisse simplement entraîner par ses parents. C'est lui qui sait exactement comment manipuler le système. Sa mère et son père sont avides, mais ils sont maladroits et arrogants. La clan est différent. Il sait comment utiliser la loi comme une arme. Il sait comment rédiger les voies de sortie. Il savait exactement quels documents ne pas signer. Il savait exactement qui poussait en première ligne et qui gardait en sécurité dans le bunker. Il y a des pare-feux d'entreprise et des indemnisations légales dans cette cache de preuves que seul un architecte juridique avec un esprit brillant et tordu aurait pu concevoir. Chaque mot qu'elle a prononcé a déchiqueté le dernier voile de mon déni. L'homme qui avait été si charmant, qui m'avait dit qu'il ne voulait pas d'une femme traditionnelle coincée dans la cuisine. L'homme qui jouait constamment le pacificateur impuissant entre moi et sa mère. Il s'est avéré être le monstre le plus calculé, le plus froid et le plus dangereux de tous. Bernardet s'est retourné vers moi, sa voix s'adoucissant. Pouvoir sortir de cette maison quand vous l'avez fait est un miracle, Sarafina. La plupart des gens n'ont pas cette chance. Certains le réalisent trop tard. D'autres ne peuvent pas partir parce qu'ils ont déjà signé les papiers. Certains ne se réveillent que lorsque le FBI défonce leur porte et que leur nom est déjà imprimé sur un acte d'accusation fédéral de 40 chefs. En entendant cela, un frisson violent a parcouru mon dos. Je me suis souvenu vivement de chaque contrat avec cette case vide du représentant légal. Chaque fois qu'Alistair faisait nonchalamment glisser un dossier sur son bureau en acajou. Chaque fois que Cordelia me harcelait pour que je le signe et que ce soit fait. Chaque fois que la clan utilisait sa voix de velours pour dire « Nous sommes une famille, Sarah. Ne sois pas si paranoïaque. »
Ce n'était jamais juste un dysfonctionnement familial aléatoire. C'était un hachoir à viande méticuleusement conçu pour m'avaler tout entière et recracher les os. Quand je me suis levé pour partir après cette conversation, mes jambes semblaient de plomb. Le couloir de marbre du palais de justice avait exactement la même apparence. La pâle lumière du soleil filtrait toujours à travers les vitres. Mais à l'intérieur de moi, l'univers entier avait basculé. J'ai réalisé que ce à quoi je venais d'échapper n'était pas un mariage toxique. J'avais échappé à un système sociopathe, un système conçu avec une patience si glaçante, attendant juste que quelqu'un comme moi tombe aveuglément dans la trappe. Après ma conversation avec Bernardet, je pensais être totalement blindé pour affronter la vérité finale sur la clan. Je m'étais répété 1000 fois que cet homme n'était plus mon mari, que le seul lien restant entre nous était un numéro de dossier fédéral. Mais lorsque j'ai reçu la notification qu'il avait été assigné à comparaître pour une déposition secondaire, cette fois en tant que cible principale de l'acte d'accusation fédéral, mon cœur est devenu lourd d'une manière que je ne pouvais pas articuler. Peut-être parce que même si j'avais déjà vu son vrai visage dans les empreintes numériques et les témoignages, une partie pathétique et persistante de mon âme avait encore besoin de l'entendre directement de sa bouche. Non pas pour lui offrir le pardon, mais pour enfin incinérer les derniers restes de ma propre naïveté. Ce jour-là, j'ai été convoqué pour une confrontation directe. La salle d'interrogatoire était claustrophobiquement petite. L'éclairage fluorescent du rendait tout stérile et impitoyable. Je me suis assise les mains étroitement jointes sur mes genoux, essayant désespérément de contrôler ma respiration. Peu après, les marshals ont fait entrer la clan. Contrairement au matin du raid, il n'a plus évité mon regard. Son visage semblait complètement creusé. De profondes poches violettes pendaient sous ses yeux. Pourtant, son expression maintenait un calme profondément troublant, comme s'il essayait encore de calculer un moyen de gagner la partie d'échecs. Il m'a fixé pendant plusieurs secondes avant de demander sans détour, « Que as-tu besoin d'entendre exactement, Sarah ?» J'ai levé le menton. Je pensais que je tremblerais ou que ma voix se briserait, mais ce ne fut pas le cas. La voix qui a quitté mes lèvres était plate et forgée dans la glace. La vérité. Au moment où les mots flottaient dans l'air, le procureur fédéral de l'autre côté de la table a ouvert un énorme classeur. Il a commencé à faire glisser les documents sur la table en acier inoxydable un par un. Les contrats numériques, les journaux d'accès IP, les révisions de métadonnées, les transferts de fichiers cryptés, chaque point de données visé comme un laser un compte, un administrateur, un homme. Il n'y avait plus d'alibi à fabriquer. La clan a fixé la montagne de papier pendant très longtemps. J'ai regardé son index et son majeur taper rythmiquement contre la table en métal, son tic nerveux chaque fois qu'il calculait son avantage dans une négociation d'entreprise à hauts enjeux. Puis il a levé les yeux, essayant toujours désespérément d'utiliser sa voix douce de salle de conseil. Je ne faisais que suivre les directives de mes parents et de leurs avocats. En entendant cela, un rire m'a échappé. Un son court, sec et complètement dépourvu d'humour. Je l'ai fusillé du regard. Tu sais toujours exactement comment faire un pas en arrière pour que le sang ne gicle pas sur ton costume, n'est-ce pas? La clan a soutenu mon regard. Ses yeux se sont assombris une fraction de seconde, mais il a essayé de maintenir sa posture rigide. Le procureur n'a pas laissé la confrontation s'éterniser. Il a fait glisser un dernier paquet, lourdement expurgé, vers la clan. Monsieur Montgomery, a dit sèchement le procureur. Qui a conçu cette structure d'indemnisation juridique spécifique? La pièce a été plongée dans un silence absolu. Le seul son était le bourdonnement de la bouche de ventilation au-dessus de nous. La clan n'a pas répondu immédiatement. Il a laissé passer plusieurs secondes angoissantes. Puis il a prononcé exactement 2 mots. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas essayé de tourner autour du pot. Mais ces 2 mots ont gelé l'oxygène dans mes poumons. C'est moi. Je ne sais pas combien de temps j'ai retenu ma respiration. Il y a certaines vérités qui, même quand vous les avez déjà lues en noir et blanc, vous frappent comme une décharge de fusil de chasse à la poitrine lorsque vous les entendez directement des cordes vocales de la personne qui a essayé de vous détruire. De la salle de détention adjacente où ma belle-mère attendait son tour, un cri à glacer le sang a soudainement traversé la cloison sèche. « Qu'est-ce que tu dis ?» La voix hystérique de Cordelia a résonné dans le couloir. Mais il était trop tard. Les mots étaient déjà sur le procès-verbal du sténographe, et cette fois, ce n'était pas moi qui le disais, ni Bernardet, ni le FBI. C'était son propre fils.
Lachlan s'est tourné vers moi et son filtre d'entreprise s'est complètement évaporé. Il n'y avait plus aucune trace de son faux sang-froid. Je n'aurais jamais cru, même en 1 million d'années, que tu franchirais cette ligne, Sarafina. Cette phrase a arrêté mon cœur, mais pas de douleur. Il s'est arrêté parce que j'ai enfin ressenti la rédemption absolue d'entendre ce que j'avais besoin d'entendre. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu, dégoulinant de venin. Parce que tu as pris comme une garantie absolue que j'allais signer aveuglément ces papiers. Cette fois, Lachlan n'a pas essayé de se défendre. Il a offert une grimace, un sourire fatigué et cynique, lourd d'une défaite totale. Et puis il a dit doucement, comme si son masque s'était finalement brisé en 1 million de morceaux sur le sol. Si seulement tu les avais signés, tout se serait déroulé sans accroc. J'avais rendu toute la structure infaillible. Je suis resté complètement paralysé. Cette phrase était plus accablante que n'importe quelle audit judiciaire, plus répugnante que toutes les insultes dégradantes de ma belle-mère, et plus froide que les menottes en acier qu'ils allaient lui passer au poignet, car elle confirmait le cauchemar absolu. Dès la première minute où il m'a offert un café, il ne m'a jamais regardé comme une femme avec qui il voulait partager sa vie. J'étais juste un fil lâche qu'il devait nouer pour compléter son filet de sécurité criminelle. Je n'ai pas versé une seule larme. Je n'ai pas crié sur lui. J'ai juste senti le sang dans mes veines se transformer en glace de façon permanente. J'ai regardé Lachlan et je lui ai posé la dernière question. Celle qui avait hanté mes insomnies depuis que j'avais traîné ma valise hors de son manoir de Greenwich. Quel était mon rôle exact dans ta structure infaillible, Lachlan? Il n'a pas évité mes yeux. Il n'a pas hésité une microseconde. Il a répondu directement, brièvement, et avec une cruauté si stupéfiante que mes oreilles ont sifflé. L'homme de paille officiel. Je suis resté parfaitement immobile. Cette réponse, bien que concise, était l'acte de décès officiel de toutes les brides pathétiques d'amour que je nourrissais encore pour lui. Il s'est avéré que chaque dîner romantique à Tribeca, chaque « je t'aime » chuchoté, chaque fois qu'il me tenait la main en marchant dans Central Park, s'ils avaient jamais contenu un seul milligramme de vérité. Il n'avait jamais été aussi honnête que la pure dépravation qu'il venait de me cracher au visage. L'homme à qui j'avais confié ma vie s'est avéré être l'architecte de mon exécution. Je me suis levé très lentement. Je n'ai pas dit un mot de plus. Il n'y avait plus rien à débattre. Il arrive un point où les mots sont complètement inutiles parce que la vérité est assez tranchante pour amputer tout lien restant. J'ai hoché légèrement la tête, non pas à lui, mais à moi-même, comme pour sceller le fait qu'à partir de cette seconde précise, j'étais complètement libre. Puis je me suis retourné et je me suis dirigé vers la lourde porte sans regarder en arrière. Sachant qu'avec cette confession clinique et sociopathe, mon mariage avait été officiellement incinéré, non pas par le décret de divorce d'un juge, non pas par la division des biens, mais par l'aveu de sang-froid de l'homme qui avait dormi à mes côtés. En rentrant à mon appartement après cette confrontation, je me suis senti incroyablement étrange. Je ne ressentais plus le contre-coup de l'impact, ni la désorientation vertigineuse. Tout était si flagrant qu'il ne restait plus l'ombre d'un doute. La partie la plus troublante était le silence pur qui suit l'effondrement total. C'était comme se tenir au milieu d'une ville rasée après un ouragan de catégorie 5. Regarder la dévastation totale et accepter que le paysage ne serait plus jamais le même. L'énorme opération fédérale a progressé à une vitesse fulgurante. Ce qui ressemblait initialement à un cas de l'eau falsifiée a été complètement révélé par la SEC et le DOJ. Ils ont découvert une machine colossale. Évasion fiscale offshore, falsification d'entreprises, violation massive de la FDA et un labyrinthe de sociétés écrans utilisées pour blanchir des millions. Plus les fédéraux creusaient, plus cela me dégoûtait de réaliser que la famille de mon mari ne faisait pas cela accidentellement. La fraude criminelle systématique était littéralement leur mode de vie. Au country club ou en dînant dans des restaurants étoilés Michelin, ils jouaient le rôle de l'élite de la vieille fortune du Connecticut par excellence. Derrière les portes closes, ils étaient un syndicat du crime organisé de manuel. Peu après, un juge fédéral leur a refusé la libération sous caution. Cordelia et Alistair ont été placés en détention fédérale en tant que cerveau du réseau. Le passeport de Sloan a été révoqué et elle a été inculpée en tant que complice matériel dans l'appareil de blanchiment d'argent. Et Lachlan, après la saisie de ses serveurs cryptés et les confessions croisées, n'avait absolument aucune stratégie de sortie. Le cadre impeccable diplômé d'une grande université qui avait gagné mon cœur a été officiellement démasqué comme l'ingénieur cerveau de toute la machine à frauder.
Le scandale a fait la une du Wall Street Journal et des journaux télévisés nationaux beaucoup plus rapidement que je ne l'aurais souhaité. Peut-être à cause de la gravité des accusations fédérales, ou du contraste frappant avec leur image de haute société impeccable, la fascination morbide des médias pour l'affaire était incontrôlable. Des dizaines de victimes qui avaient subi des dommages aux organes à cause des compléments contrefaits, des personnes dont les poursuites initiales avaient été étouffées par de chers avocats des années auparavant, ont commencé à se manifester auprès de la presse. J'ai regardé les bulletins d'information les poings serrés, non pas de peur, mais à cause d'une pensée incessante. Si j'avais baissé ma garde cet après-midi-là, si j'avais mis ma signature sur ces documents de SARL, ce serait mon visage flouté aux informations du soir alors qu'on me poussait à l'arrière d'un fourgon de transport du FBI. Un matin où je devais me rendre au palais de justice fédéral pour signer une déclaration sous serment, j'ai par coïncidence vu des marshals américains escorter ma belle-mère dans un couloir arrière restreint. Elle ne dégageait plus cette arrogance hautaine et intouchable. Ses racines blondes teintes laissaient apparaître un blanc éclatant, ses joues étaient creusées, et bien que ses yeux fussent toujours des poignards, ils semblaient complètement vides. Alors qu'elle était escortée devant moi, elle s'est arrêtée une fraction de seconde et a croisé mon regard. Son regard était rempli de fiel, de rage et de pur désespoir. Et puis elle a sifflé, sa voix ruinée par le stress et l'enfermement. « Tu nous as détruits. » Je me suis tenue parfaitement droite, soutenant le regard de la femme qui m'avait poussé un tablier de femme de ménage dans la poitrine, qui avait essayé de briser mon esprit pour faire de moi sa servante, pour ensuite me mener à l'abattoir. Curieusement, à ce moment-là, j'ai ressenti une paix absolue et inébranlable. J'ai répondu doucement, en articulant chaque syllabe. « Non, Cordelia, vous avez creusé votre propre tombe. » Elle s'est figée. C'était probablement la première fois de toute sa vie privilégiée et isolée que quelqu'un la désarmait complètement avec la vérité brute. Car il y a des faits qui, une fois traînés à la lumière, ne peuvent jamais être dissimulés par l'arrogance ou un gros chèque. Bernardet a été placé sous protection fédérale des témoins et a obtenu une immunité totale. Les disques durs et les fichiers audio qu'elle avait minutieusement sortis en contrebande pendant plus d'1 an sont devenus la colonne vertébrale indestructible de l'accusation du DOJ. Je pensais souvent à elle et mon cœur se serrait. Une femme frêle qui frottait leur sol en marbre en silence, traitée comme un simple meuble, est finalement devenue le bélier qui a fait s'effondrer tout leur empire. Mon oncle Gideon me regardait différemment maintenant aussi. Après tout, il était toujours un détective new-yorkais endurci et cynique, mais il m'avait prouvé qu'il serait toujours mon bouclier. Un après-midi, en prenant un café après une réunion avec mon avocat du divorce, nous marchions sur l'avenue animée quand il a dit tranquillement « Tu as fait ce qu'il fallait, Sarafina, mais le prix à payer pour faire ce qu'il faut n'est jamais bon marché. » J'ai hoché la tête lentement. Personne n'avait besoin de me le dire. Le coup était gravé dans mon âme. Quelques jours plus tard, j'ai officiellement demandé un divorce accéléré pour faute. Sans une seule larme, sans que mes mains ne tremblent, je me suis assise dans le bureau en hauteur de mon avocat. J'ai lu chaque clause. J'ai rempli mes informations, et j'ai appuyé fermement mon stylo sur la ligne de signature de chaque page. En levant le stylo, ma main s'est arrêtée une fraction de seconde, non pas par doute, mais parce que je me suis soudain souvenu du poids de ces contrats de SARL frauduleux qu'Alister faisait glisser sur la table en acajou. Il avait utilisé le même ton complaisant, le même scénario éculé sur le fait que ce n'était que des bouts de papier sans importance. Mais la différence abyssale était qu'à l'époque, il voulait ma signature pour m'enfermer dans une prison fédérale. Aujourd'hui, je signais mon billet pour la liberté absolue. Le mariage était mort-né. Il avait été orchestré sur un bilan d'entreprise de risques et de bénéfices. Donc, à la fin, je n'ai pas ressenti le chagrin de perdre un partenaire de vie. J'ai seulement ressenti l'immense soulagement à couper le souffle d'avorter une condamnation à mort. L'ouragan est finalement passé, du moins à la surface de ma vie quotidienne. Les poursuites fédérales ont continué. Les Montgomery sont restés en détention fédérale, en attente de leur procès. Ma routine est lentement revenue à un rythme normal. Mais mes cicatrices font désormais partie intégrante de ma peau. Ce cauchemar ne m'a pas seulement laissé une marque. Il a laissé une marque sur tous ceux qui ont entendu les détails. Car plus j'analyse ce que j'ai survécu, plus je réalise que ce n'est pas seulement un mélodrame personnel. C'est un avertissement flagrant pour quiconque place une foi aveugle dans la perfection des apparences. Pour quiconque laisse les mots doux obscurcir son jugement ou qui ignore ces petits signaux d'alarme lancinants juste pour garder la paix. Il y a des pièges qui ne sont pas construits avec des barreaux de fer.
Ils sont construits avec le sourire parfait, avec une étiquette de country club impeccable, avec le parapluie d'un nom de famille prestigieux, et avec le mot « famille » utilisé comme une arme pour bâillonner. Ce matin-là, le deuxième jour de mon mariage, si je n'avais pas été assez lucide pour refuser d'être leur femme de ménage, ce ne seraient pas eux qui feraient face à un juge fédéral aujourd'hui. Je serais debout juste à côté d'eux en combinaison de prisonnier. Après la tempête, les jours ont retrouvé leur cadence. Non pas un rythme d'oubli, mais un point d'équilibre où j'ai finalement appris à préparer mon café du matin sans que mon estomac ne se noue si la sonnette retentissait. J'ai appris à taper sur mon clavier au cabinet d'avocat sans ressentir le besoin de regarder constamment par-dessus mon épaule. J'ai appris à m'asseoir sur le canapé et à discuter avec ma mère sans ce poids invisible et suffocant qui m'écrasait la trachée. Je suis retourné à mon travail de conformité d'entreprise après un bref congé. Mon bureau, mon ordinateur, les révisions de contrats sans fin, tout le paysage de ma carrière était exactement le même, mais j'étais parfaitement consciente du violent changement de paradigme que ma vie avait pris. Ce n'était pas que j'avais enveloppé mon cœur de Kevlar. C'était qu'après avoir regardé directement dans l'abîme, j'ai commencé à aspirer à la paix avec une férocité absolue. J'ai appris à apprécier la loyauté authentique comme le trésor le plus rare sur Terre et à ne jamais, jamais faire confiance aux choses qui brillent un peu trop parfaitement. Beaucoup de gens de mon entourage m'ont demandé si, malgré tout, j'avais des regrets. J'offre toujours le même sourire tranquille et je leur donne la vérité la plus simple. La seule erreur que j'aurais jamais regrettée dans cette vie aurait été de ne pas avoir fait cette valise ce matin-là. Ce n'est pas juste une citation de développement personnel générique. C'est de la pure survie biologique. Parce qu'il y a des cages où l'on ne se rend pas compte qu'on étouffe jusqu'à ce qu'on soit enfin dehors, à respirer de l'oxygène réel. Au début, il était inévitable que chaque fois qu'un souvenir aléatoire me ramenait à ces jours dans le Connecticut, ma poitrine me fasse physiquement mal. Non pas parce que la clan me manque, mais en deuil de l'assassinat brutal de ma propre confiance. Les gens ont tendance à penser qu'une trahison de cette ampleur vous remplit d'une rage homicide. Mais la vérité est qu'il y a des trahisons qui sont bien plus silencieuses et profondément tristes. Le genre qui vous vide de l'intérieur parce que vous avez investi les parties les plus pures de votre intégrité dans quelqu'un qui ne calculait que votre responsabilité pénale. Un soir calme, alors que ma mère et moi préparions le dîner dans sa cuisine de Manhattan, elle m'a demandé presque dans un murmure, sans lever les yeux des tomates qu'elle coupait. « Est-ce que ça fait encore mal, ma chérie ?» Elle l'a demandé d'une voix très contrôlée, comme si elle avait peur de me briser. Je suis resté immobile un instant. J'ai posé le torchon et je lui ai adressé un sourire sincère. Pas un sourire excessivement extatique, ni un sourire d'effet. Juste un sourire qui m'appartenait entièrement. Oui, maman. Ça fait encore un peu mal. Mais ils ne m'ont pas entraîné dans leur chute. Ma mère n'a pas insisté. Elle a juste hoché la tête très lentement, et nous sommes retournés à la cuisine. Cette nuit-là, j'ai dormi d'une seule traite, une chaleur réconfortante s'installant dans ma poitrine. Je suppose que c'était parce que, finalement, je ne ressentais plus l'obligation épuisante de prétendre que tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve. Je garde la clé USB de Bernardet dans le tiroir de ma table de nuit, non pas comme un trophée de guerre, ni comme un combustible pour alimenter mon ressentiment. Je la garde comme un humble rappel physique qu'à certains carrefours de la vie, faire un pas en arrière peut vous coûter votre identité entière, mais faire un pas en avant peut littéralement vous sauver la vie. Et ce jour-là, entouré de cynisme aristocratique, de mépris classiste et de pression suffocante, j'ai choisi de ne pas plier. Bernardet a fait ses valises et a déménagé hors de l'État dans le cadre du programme de protection. Avant de prendre son train à Penn Station, elle est venue me rendre visite à mon appartement. Elle portait un simple jean et un pull. Son visage était toujours mince, mais ses épaules ne portaient plus le poids écrasant du monde. Avant de me serrer dans une étreinte d'adieu féroce, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit une phrase que je porterai avec moi jusqu'à ma tombe. Tu n'as pas seulement sauvé ta peau, Sarafina. Quand tu as claqué cette porte, tu as sauvé des familles que tu ne rencontreras même jamais. Il y a quelques semaines, alors que la phase de communication des pièces du procès fédéral touchait à sa fin, le destin a voulu que je doive traverser ce même quartier hyper riche de Greenwich. Les grilles en fer forgé étaient toujours là. Le lierre grimpait toujours sur les murs de pierre. La façade majestueuse était exactement la même, mais l'atmosphère qui étouffait la propriété était désolée et pourrie. Vue depuis le siège conducteur de ma voiture, la vaste demeure ressemblait à une coquille vide et en décomposition, comme si tout le luxe
Le pédigré et les noms de famille d'élite qu'ils avaient autrefois utilisés comme des armes n'étaient rien de plus qu'un décor de cinéma bon marché construit pour dissimuler un immense cimetière moral. J'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai continué à rouler sans même tourner la tête. Non pas par fierté, mais parce que je n'avais absolument rien laissé dans cette maison qui méritait mon attention. Il y a des vérités que, une fois que vous les arrachez par les racines, regardez le cratère qu'elles laissent derrière est juste une perte de temps. Aujourd'hui, définitivement coupé de tout cela, je ne traîne pas la tragédie d'avoir perdu un foyer. Il est mathématiquement impossible de perdre quelque chose qui n'a jamais été réellement construit. Ce à quoi j'ai réussi à échapper, c'est une condamnation à une prison fédérale déguisée en certificat de mariage. Un piège mortel où, si j'étais resté par peur des commérages publics ou par simple inertie, j'aurais livré ma liberté, ma réputation et mon âme en garantie. Aujourd'hui, je ne ressens pas de haine viscérale quand je pense à eux. Je ressens une profonde et inébranlable gratitude envers moi-même. Gratitude d'avoir eu la clarté de fermer cette valise et de partir. Gratitude pour la force de caractère d'avoir refusé d'apposer mon nom contre ma propre éthique professionnelle. Et gratitude pour la colonne vertébrale implacable de n'avoir jamais reculé d'un seul pas face au chantage émotionnel du mot « famille ». Aucun de nous ne possède un radar infaillible pour éviter chaque mauvais virage. J'ai mal calculé à une échelle catastrophique. J'ai choisi le mauvais homme. Et j'ai placé ma foi aveugle entre les mains de sociopathes. Mais j'ai appris à mes dépens que le plus grand danger dans la vie n'est pas de faire une erreur monumentale. Ce qui est vraiment tragique, c'est de réaliser que l'on fonce à toute vitesse vers une falaise et de se forcer pourtant à garder le pied sur l'accélérateur par peur du